Welcome to Supreme Audiobooks. Today we present Pauline by Alexander Dumas. Sit back, relax, and enjoy this full audiobook. Chapitre 2. Tu sais, me dit Alfred, que j'étudiais la peinture lorsque mon brave homme d'oncle mourut et nous laissa à ma sœur et à moi chacun 30 000 livres de rente. Je m'inclinai en signe d'adhésion à ce que me disait Alfred et de respect pour l'ombre de celui qui avait fait une si belle action en prenant congé de ce monde. Dès lors, continua le narrateur, je ne me livrai plus à la peinture que comme à un délassement. Je résolus de voyager, de voir l'Écosse, les Alpes, l'Italie. Je pris avec mon notaire des arrangements d'argent, et je partis pour le Havre, désirant commencer mes courses par l'Angleterre. Au Havre, j'appris que Dauzat et Jadin étaient de l'autre côté de la Seine, dans un petit village nommé Trouville. Je ne voulus pas quitter la France sans serrer la main à 2 camarades d'atelier. Je pris le paquebot, 2 heures après j'étais à Honfleur, et le lendemain matin à Trouville. Malheureusement, ils étaient partis depuis la veille. Tu connais ce petit port avec sa population de pêcheurs. C'est un des plus pittoresques de la Normandie. J'y restai quelques jours, que j'employai à visiter les environs, puis le soir, assis au coin du feu de ma respectable hôtesse, madame Oseret, j'écoutai le récit d'aventures assez étranges dont, depuis 3 mois, les départements du Calvados, du Loiret et de la Manche étaient le théâtre. Il s'agissait de vols commis avec une adresse ou une audace merveilleuse. Des voyageurs avaient disparu entre le village du Buisson et celui de Salenel. On avait retrouvé le postillon les yeux bandés et attaché à un arbre, la chaise de poste sur la grande route et les chevaux paissant tranquillement dans la prairie voisine. Un soir que le receveur général de Caen donnait à souper à un jeune homme de Paris, nommé Horace de Beuzeval, et à 2 de ses amis qui étaient venus passer avec lui la saison des chasses dans le château de Burcy, distant de Trouville d'une 15aine de lieues, on avait forcé sa caisse et enlevé une somme de 70 000 francs. Enfin, le percepteur de Pont-l'Évêque, qui allait faire un versement de 12 000 francs à Lisieux, avait été assassiné, et son corps, jeté dans la Touques et repoussé par ce petit fleuve sur son rivage, avait seul révélé le meurtre, dont les auteurs étaient restés parfaitement inconnus, malgré l'activité de la police parisienne qui, ayant commencé à s'inquiéter de ces brigandages, avait envoyé dans ces départements quelques-uns de ses plus habiles suppôts. Ces événements qu'éclairait de temps en temps un de ces incendies dont on ignorait la cause et qu'à cette époque les journaux de l'opposition attribuaient au gouvernement, jetaient par toute la Normandie une terreur inconnue jusqu'alors dans ce bon pays, très renommé pour ses avocats et ses plaideurs, mais nullement pittoresque à l'endroit des brigands et des assassins. Quant à moi, j'avoue que je n'ajoutais pas grande foi à toutes ces histoires, qui me paraissaient appartenir plutôt aux gorges désertes de la Sierra ou aux montagnes incultes de la Calabre qu'aux riches plaines de falaises et aux fertiles vallées de Ponto-de-Mer, parsemées de villages, de châteaux et de métairies. Les voleurs m'étaient toujours apparus au milieu d'une forêt ou au fond d'une caverne. Or, dans tous les 3 départements, il n'y a pas un terrier qui mérite le nom de caverne et pas une garenne qui ait la présomption de se présenter comme une forêt. Cependant, force me fut bien de croire à la réalité de ces récits. Un riche Anglais, venant du Havre et se rendant à Alençon, fut arrêté avec sa femme à une demi-lieue de Dives où il venait de relayer. Le postillon, bâillonné et garrotté, avait été jeté dans la voiture à la place de ceux qu'il conduisait, et les chevaux, qui savaient leur route, étaient arrivés au train ordinaire à Ranville et s'étaient arrêtés à la poste, où ils étaient restés tranquillement jusqu'au jour, attendant qu'on les dételât. Au jour, un garçon d'écurie, en ouvrant la grande porte, avait trouvé la calèche encore attelée et ayant pour tout maître le pauvre postillon bâillonné. Conduit aussitôt chez le maire, cet homme déclara avoir été arrêté sur la grande route par 4 hommes masqués qui, par leur mise, semblaient appartenir à la dernière classe de la société, lesquels l'avaient forcé de s'arrêter et avaient fait descendre les voyageurs. Alors l'Anglais ayant essayé de se défendre, un coup de pistolet avait été tiré.
Presque aussitôt il avait entendu des gémissements et des cris, mais il n'avait rien vu, ayant la face contre terre. D'ailleurs, un instant après, il avait été bâillonné et jeté dans la voiture, qui l'avait amené à la poste aussi directement que s'il eût conduit ses chevaux, au lieu d'être conduit par eux. La gendarmerie se porta aussitôt vers l'endroit désigné comme le lieu de la catastrophe. En effet, on retrouva le corps de l'Anglais dans un fossé. Il était percé de 2 coups de poignard. Quant à sa femme, on n'en découvrit aucune trace. Ce nouvel événement s'était passé à 10 ou 12 lieues à peine de Trouville. Le corps de la victime avait été transporté à Caen, il n'y avait donc plus moyen de douter. Eussé-je même été aussi incrédule que saint Thomas, car je pouvais, en moins de 5 ou 6 heures, aller mettre comme lui le doigt dans les blessures. 3 ou 4 jours après cet événement et la veille de mon départ, je résolus de faire une dernière visite aux côtes que j'allais quitter. Je fis appareiller le bateau que j'avais loué pour un mois, comme à Paris on loue une remise. Puis, voyant le ciel pur et la journée à peu près certaine, je fis porter à bord mon dîner, mon bristol et mes crayons, et je mis à voile, composant à moi seul tout mon équipage. En effet, interrompis-je, je connais tes prétentions comme marin, et je me rappelle que tu as fait ton apprentissage entre le pont des Tuileries et le pont de la Concorde, dans une embarcation au pavillon d'Amérique. Oui, continua Alfred en souriant, mais cette fois ma prétention faillit m'être fatale. D'abord tout alla bien. J'avais une petite barque de pêcheurs à une seule voile, que je pouvais manœuvrer du gouvernail. Le vent venait du Havre et me faisait glisser sur la mer à peine agitée avec une rapidité vraiment merveilleuse. Je fis ainsi à peu près 8 ou 10 lieues dans l'espace de 3 heures. Puis tout à coup le vent tomba et l'océan devint calme comme un miroir. J'étais justement en face de l'embouchure de l'Orne. J'avais à ma droite le raz de Langrune et les rochers de Lyon, et à ma gauche les ruines d'une espèce d'abbaye attenante au château du Burcy. C'était un paysage tout composé. Je n'avais qu'à copier pour faire un tableau. J'abattis ma voile et je me mis à l'ouvrage. J'étais tellement occupé de mon dessin que je ne saurais dire depuis combien de temps je travaillais, lorsque je sentis passer sur mon visage une de ces brises chaudes qui annoncent l'approche d'un orage. En même temps la mer changea de couleur, et, de verte qu'elle était, devint gris de cendre. Je me retournai vers le large. Un éclair sillonnait le ciel couvert de nuages si noirs et si pressés qu'il sembla fendre une chaîne de montagnes. Je jugeai qu'il n'y avait pas un instant à perdre. Le vent, comme je l'avais espéré en venant le matin, avait tourné avec le soleil. Je hissai ma petite voile et je mis le cap sur Trouville en serrant la côte afin de m'y faire échouer en cas de danger. Mais je n'avais pas fait un quart de lieue que je vis ma voile phasier contre le mât. J'abattis aussitôt l'un et l'autre, car je me défiais de ce calme apparent. En effet, au bout d'un instant, plusieurs courants se croisèrent. La mer commença à clapoter. Un coup de tonnerre se fit entendre. C'était un avertissement à ne pas mépriser. En effet, la bourrasque s'approchait avec la rapidité d'un cheval de course. Je mis bas mon habit, je pris un aviron de chaque main, et je commençai à ramer vers le rivage. J'avais à peu près 2 lieues à faire avant de l'atteindre. Heureusement, c'était l'heure du flux, et quoique le vent fût contraire, ou plutôt qu'il n'y eût réellement point de vent, mais seulement des rafales qui se croisaient en tous sens, la vague me poussait vers la terre. De mon côté, je faisais merveille en ramant de toutes mes forces. Cependant, la tempête allait encore plus vite que moi, de sorte qu'elle me rejoignit. Pour comble de disgrâce, la nuit commençait à tomber. Cependant, j'espérais encore toucher le rivage avant que l'obscurité ne fût complète. Je passai une heure terrible. Mon bateau, soulevé comme une coquille de noix, suivait toutes les ondulations des vagues, remontant et remontant avec elles. Je ramais toujours, mais voyant bientôt que je m'épuisais inutilement, et prévoyant le cas où je serais obligé de me sauver à la nage, je tirai mes 2 avirons de leurs crochets, je les jetai au fond de la barque, auprès de la voile et du mât, et, ne gardant que mon pantalon et ma chemise, je me débarrassai de tout ce qui pouvait gêner mes mouvements. 2 ou 3 fois je fus sur le point de me jeter à la mer, mais la légèreté de la barque même me sauva. Elle flottait comme un liège, et n'embarquait pas une goutte d'eau. Seulement il y avait à craindre que d'un moment à l'autre elle ne chavirât. Une fois je crus sentir qu'elle touchait, mais la sensation fut si rapide et si légère que je n'osai l'espérer. L'obscurité était d'ailleurs tellement profonde que je ne pouvais distinguer à 20 pas devant moi, de sorte que j'ignorais à quelle distance j'étais encore du rivage. Tout à coup, j'éprouvai une violente secousse,
Il n'y avait plus de doute cette fois. J'avais touché. Mais était-ce contre un rocher? Était-ce contre le sable? Une vague m'avait remis à flot, et pendant quelques minutes je me trouvai emporté avec une nouvelle violence. Enfin la barque fut poussée en avant avec tant de force que, lorsque la mer se retira, la quille se trouva engravée. Je ne perdis pas un instant. Je pris mon paletot et sautai par-dessus bord, abandonnant tout le reste. J'avais de l'eau seulement jusqu'aux genoux, et avant que la vague, que je voyais revenir comme une montagne, ne m'eût rejoint, j'étais sur la grève. Tu comprends que je ne perdis pas de temps. Je mis mon paletot sur les épaules et je m'avançai rapidement vers la côte. Bientôt je sentis que je glissais sur ces cailloux ronds qu'on appelle du galet et qui indiquent les limites du flux. Je continuai de monter quelque temps encore. Le terrain avait de nouveau changé de nature. Je marchais dans ces herbes qui poussent sur les dunes. Je n'avais plus rien à craindre. Je m'arrêtai. C'est une magnifique chose que la mer vue la nuit à la lueur de la foudre et pendant une tempête. C'est l'image du chaos et de la destruction. C'est le seul élément à qui Dieu ait donné le pouvoir de se révolter contre lui en croisant ses vagues avec ses éclairs. L'océan semblait une immense chaîne de montagnes mouvantes, aux sommets confondus avec les nuages et aux vallées profondes comme des abîmes. À chaque éclat de tonnerre, une lueur blafarde serpentait de ses cimes à ses profondeurs, et allait s'éteindre dans des gouffres aussitôt fermés qu'ouverts, aussitôt ouverts que fermés. Je contemplai avec une terreur pleine de curiosité ce spectacle prodigieux que Vernet voulut voir et regarda inutilement du mât du vaisseau où il s'était fait attacher, car jamais pinceau humain n'en pourra rendre l'épouvantable grandiose et la terrible majesté. Je serais resté toute la nuit peut-être, immobile, écoutant et regardant, si je n'avais senti tout à coup de larges gouttes de pluie fouetter mon visage. Quoique nous ne fussions encore qu'au milieu de septembre, les nuits étaient déjà froides. Je cherchai dans mon esprit où je pourrais trouver un abri contre cette pluie. Je me souvins alors des ruines que j'avais aperçues de la mer et qui ne devaient pas être éloignées du point de la côte où je me trouvais. En conséquence, je continuai de monter par une pente rapide. Bientôt je me trouvai sur une espèce de plateau. J'avançai toujours, car j'apercevais devant moi la masse noire que je ne pouvais distinguer, mais qui, quelle qu'elle fût, devait m'offrir un couvert. Enfin un éclair brilla. Je reconnus le porche dégradé d'une chapelle. J'entrai, et je me trouvai dans un cloître. Je cherchai l'endroit le moins écroulé, et je m'assis dans un angle à l'ombre d'un pilier, décidé à attendre là le jour. Car ne connaissant pas la côte, je ne pouvais me hasarder par le temps qu'il faisait à me mettre en quête d'une habitation. D'ailleurs j'avais, dans mes chasses de la Vendée et des Alpes, dans une chaumière bretonne ou dans un chalet suisse, passé 20 nuits plus mauvaises encore que celles qui m'attendaient. La seule chose qui m'inquiéta était un certain tiraillement d'estomac qui me rappelait que je n'avais rien pris depuis 10 heures du matin, quand tout à coup je me rappelai que j'avais dit à madame Oseret de songer aux poches de mon paletot. J'y portai vivement la main. Ma brave hôtesse avait suivi ma recommandation. Je trouvai dans l'une un petit pain et dans l'autre une gourde pleine de rhum. C'était un souper parfaitement adapté à la circonstance. Aussi à peine l'eus-je achevé que je sentis une douce chaleur renaître dans mes membres qui commençaient à s'engourdir. Mes idées, qui avaient pris une teinte sombre dans l'attente d'une veille affamée, se ranimèrent dès que le besoin fut éteint. Je sentis le sommeil qui allait venir, conduit par la lassitude. Je m'enveloppai dans mon paletot, je m'établis contre mon pilier, et bientôt je m'assoupis, bercé par le bruit de la mer qui venait se briser contre le rivage et le sifflement du vent qui s'engouffrait dans les ruines. Je dormais depuis 2 heures à peu près, lorsque je fus réveillé par le bruit d'une porte qui se refermait en grinçant sur ses gonds et en battant la muraille. J'ouvris alors les yeux tout grands, comme il arrive lorsqu'on est tiré d'un sommeil inquiet. Puis je me levai aussitôt, en prenant la précaution instinctive de me cacher derrière mon pilier. Mais j'eus beau regarder autour de moi, je ne vis rien, je n'entendis rien. Cependant je n'en restai pas moins sur mes gardes, convaincu que le bruit qui m'avait réveillé s'était bien réellement fait entendre, et que l'illusion d'un rêve ne m'avait pas trompé.
Chapitre 3. L'orage était apaisé, et quoique le ciel fût toujours chargé de nuages noirs, de temps en temps, dans leur intervalle, la lune parvenait à glisser un de ses rayons. Pendant un de ces moments de clarté rapide que l'obscurité venait bientôt éteindre, je détournai mes regards de cette porte que je croyais avoir entendu crier, pour les étendre autour de moi. J'étais, comme j'avais cru le distinguer malgré les ténèbres, au milieu d'une vieille abbaye en ruine. Autant qu'on pouvait en juger par les restes encore debout, je me trouvais dans la chapelle. À ma droite et à ma gauche s'étendaient les 2 corridors du cloître, soutenus par des arcades basses et cintrées, tandis qu'en face, quelques pierres brisées et posées à plat au milieu de grandes herbes indiquaient le petit cimetière où les anciens habitants de ce cloître venaient se reposer de la vie au pied de la croix de pierre, mutilée et veuve de son Christ, mais encore debout. Tu le sais, continua Alfred, et tous les hommes véritablement braves l'avoueront, les influences physiques ont un immense pouvoir sur les impressions de l'âme. Je venais d'échapper la veille à un orage terrible. J'étais arrivé à moitié glacé au milieu de ruines inconnues. Je m'étais endormi d'un sommeil de fatigue, troublé bientôt par un bruit extraordinaire dans cette solitude. Enfin, à mon réveil, je me trouvai sur le théâtre même de ces vols et de ces assassinats qui, depuis 2 mois, désolaient la Normandie. Je m'y trouvai seul, sans armes, et, comme je te le dis, dans une de ces dispositions d'esprit où les antécédents physiques empêchent le moral engourdi de reprendre toute son énergie. Tu ne trouveras donc rien d'étonnant à ce que tous ces récits du coin du feu me revinssent en mémoire, et à ce que je restasse immobile et debout contre mon pilier, au lieu de me recoucher et d'essayer de me rendormir. Au reste, ma conviction était si grande qu'un bruit humain m'avait réveillé, que, tout en interrogeant les ténèbres des corridors et l'espace plus éclairé du cimetière, mes yeux revenaient constamment se fixer sur cette porte enfoncée dans la muraille, où j'étais certain que quelqu'un était entré. 20 fois j'eus le désir d'aller écouter à cette porte si je n'entendrais pas quelque bruit qui pût éclaircir mes doutes. Mais il fallait, pour arriver jusqu'à elle, franchir un espace que les rayons de la lune éclairaient en plein. Or d'autres hommes pouvaient comme moi être cachés dans ce cloître et n'échapper à mes regards que comme j'échappais aux leurs, c'est-à-dire en restant dans l'ombre et sans mouvement. Néanmoins, au bout d'un quart d'heure, tout ce désert était redevenu si calme et si silencieux que je résolus de profiter du premier moment où un nuage obscurcirait la lune pour franchir l'intervalle de 15 à 20 pas qui me séparait de cet enfoncement et aller écouter à cette porte. Ce moment ne se fit pas attendre. La lune se voila bientôt, et l'obscurité fut si profonde que je pensai pouvoir me hasarder sans danger à accomplir ma résolution. Je me détachai donc lentement de ma colonne, à laquelle j'étais jusque-là resté adhérent comme une sculpture gothique, puis, de pilier en pilier, retenant mon haleine et écoutant à chaque pas, je parvins enfin jusqu'au mur du corridor. Je le suivis un instant en m'appuyant contre lui. Enfin, j'arrivai au degré qui conduisait sous la voûte, je descendis 3 marches, et je touchai la porte. Pendant 10 minutes, j'écoutai sans rien entendre, et peu à peu ma première conviction s'éteignit pour faire place au doute. J'en revenais à croire qu'un rêve m'avait trompé, et que j'étais le seul habitant de ces ruines qui m'avaient offert un asile. J'allais quitter la porte et rejoindre mon pilier, lorsque la lune reparut en éclairant de nouveau l'espace qu'il me fallait traverser pour retourner à mon poste. J'allais me mettre en route, malgré cet inconvénient qui pour moi avait cessé d'en être un, lorsqu'une pierre se détacha de la voûte et tomba. J'entendis le bruit qu'elle fit, et quoique j'en connusse la cause, je tressaillis comme à un avertissement, et au lieu de suivre mon premier sentiment, je demeurai encore un instant dans l'ombre que projetait la voûte en avançant au-dessus de ma tête. Tout à coup je crus distinguer derrière moi un bruit lointain et prolongé, pareil à celui que ferait une porte en se fermant au fond d'un souterrain. Bientôt des pas éloignés encore se firent entendre, puis se rapprochèrent. On montait l'escalier profond auquel appartenaient les 3 marches que j'avais descendues. En ce moment la lune disparut de nouveau. D'un seul bond je m'élançai dans le corridor, et à reculons, les bras étendus derrière moi, l'œil fixé sur l'enfoncement que je venais de quitter, je regagnai ma colonne protectrice et je repris ma place. Au bout d'un instant,
Le même grincement qui m'avait réveillé se fit entendre de nouveau. La porte s'ouvrit et se referma. Puis un homme parut, sortant à moitié de l'ombre, s'arrêta un instant pour écouter et regarder autour de lui, et voyant que tout était tranquille, il entra dans le corridor et s'avança vers l'extrémité opposée à celle où je me trouvais. Il n'eut pas fait 10 pas que je le perdis de vue, tant l'obscurité était épaisse. Au bout d'un instant, la lune reparut de nouveau, et à l'extrémité du petit cimetière j'aperçus le mystérieux inconnu, une bêche à la main. Il enleva 1 ou 2 pelletées de terre, jeta un objet que je ne pus distinguer dans le trou qu'il avait creusé, et sans doute pour que toute trace de ce qu'il venait de faire fût cachée aux hommes, il laissa retomber sur l'endroit auquel il avait confié son dépôt la pierre d'une tombe qu'il avait soulevée. Ces précautions prises, il regarda de nouveau autour de lui, et ne voyant rien, n'entendant rien, il alla reposer sa bêche contre un des piliers du cloître et disparut sous une voûte. Ce moment avait été court, et la scène que je viens de raconter s'était passée à quelque distance de moi. Cependant, malgré la rapidité de l'exécution et l'éloignement de l'acteur, j'avais pu distinguer un jeune homme de 28 à 30 ans, aux cheveux blonds et de moyenne taille. Il était vêtu d'un simple pantalon de toile bleue, pareil à celui que portent habituellement les paysans les jours de fête. Mais ce qui indiquait qu'il appartenait à une autre classe que celle que l'apparence première lui assignait, c'était un couteau de chasse pendu à sa ceinture, et dont je vis briller aux rayons de la lune la garde et l'extrémité. Quant à sa figure, il m'eût été difficile d'en donner le signalement précis, mais cependant j'en avais vu assez pour le reconnaître s'il m'arrivait de le rencontrer. Tu comprends que cette scène étrange suffisait à chasser pour le reste de la nuit non seulement tout espoir, mais encore toute idée de sommeil. Je restai donc debout sans éprouver un moment de fatigue, tout entier aux 1000 pensées qui se croisaient dans mon esprit, et bien résolu à approfondir ce mystère. Mais pour le moment la chose était impossible. J'étais sans armes, comme je l'ai dit. Je n'avais ni la clef de cette porte, ni une pince pour l'enfoncer. Puis il me fallait penser si mieux ne valait pas faire une déposition que tenter par moi-même une aventure au bout de laquelle je pourrais bien, comme Don Quichotte, trouver quelque moulin à vent. En conséquence, dès que je vis blanchir le ciel, je repris le chemin du porche par lequel j'étais entré. Bientôt je me retrouvai sur la déclivité de la montagne. Un vaste brouillard couvrait la mer. Je descendis sur la plage et je m'assis en attendant qu'il fût dissipé. Au bout d'une demi-heure, le soleil se leva, et ses premiers rayons fondirent la vapeur qui couvrait l'océan encore ému et furieux de l'orage de la veille. J'avais espéré retrouver ma barque que la marée montante avait dû jeter à la côte. En effet, je l'aperçus échouée au milieu des galets. J'allai à elle. Mais outre qu'en se retirant la mer me mettait dans l'impossibilité de la lancer à flot, une des planches du fond s'était brisée à l'angle d'une roche. Il était donc inutile de penser à m'en servir pour retourner à Trouville. Heureusement, la côte est abondante en pêcheurs, et une demi-heure ne s'était pas écoulée que j'aperçus un bateau. Bientôt il fut à portée de la voix. Je fis signe et j'appelai. Je fus vu et entendu. Le bateau se dirigea de mon côté. J'y transportai le mât, la voile et les avirons de ma barque qu'une nouvelle marée pouvait emporter. Quant à la carcasse, je l'abandonnai. Son propriétaire viendrait voir lui-même si elle était encore en état de servir, et j'en serais quitte pour en payer la réparation partielle ou la perte entière. Les pêcheurs, qui me recueillaient comme un nouveau Robinson Crusoé, étaient justement de Trouville. Ils me reconnurent et me témoignèrent leur joie de me retrouver vivant. Ils m'avaient vu partir la veille, et sachant que je n'étais pas revenu, ils m'avaient cru noyé. Je leur racontai mon naufrage. Je leur dis que j'avais passé la nuit derrière un rocher, et à mon tour je leur demandai comment on nommait ces ruines qui s'élevaient sur le sommet de la montagne et que nous commencions à apercevoir en nous éloignant du rivage. Ils me répondirent que c'était celle de l'abbaye de Grandpré, attenante au château de Burcy qu'habitait le comte Horace de Bezeval. C'était la seconde fois que ce nom était prononcé devant moi, et faisait tressaillir mon cœur en y rappelant un ancien souvenir. Le comte Horace de Bezeval était le mari de mademoiselle Pauline de Meulien. « Pauline de Meulien !» m'écriai-je en interrompant Alfred. « Pauline de Meulien !» Et toute ma mémoire me revint. « Oui, c'est bien cela, c'est bien la femme que j'ai rencontrée avec toi en Suisse et en Italie. Nous nous étions trouvés ensemble dans les salons de la princesse B, du duc de F, de madame de M,
Comment ne l'ai-je pas reconnue, toute pâle et défaite qu'elle était? Oh, mais une femme charmante, pleine de talent, de charmes et d'esprit, de magnifiques cheveux noirs avec des yeux doux et fiers. Pauvre enfant, pauvre enfant! Oh, je me la rappelle et je la reconnais maintenant. Oui, me dit Alfred d'une voix émue et étouffée. Oui, c'est cela. Elle aussi t'avait reconnu. Et voilà pourquoi elle te fuyait avec tant de soin. C'était un ange de beauté, de grâce et de douceur. Tu le sais, car ainsi que tu l'as dit, nous l'avons vue plus d'une fois ensemble. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je l'aimais alors de toute mon âme, que j'eusse certes tenté d'être son épouse si, à cette époque, j'avais eu la fortune que je possède aujourd'hui, et que je me suis tue parce que j'étais pauvre comparativement à elle. Je compris donc que si je continuais de la voir, je jouais tout mon bonheur à venir contre un regard dédaigneux ou un refus humiliant. Je partis pour l'Espagne, et pendant que j'étais à Madrid, j'appris que mademoiselle Pauline de Meulian avait épousé le comte Horace de Bezeval. Les nouvelles pensées que le nom que ces pécheurs venaient de prononcer avait fait naître en moi commencèrent à effacer les impressions qu'avait jusqu'alors laissées dans mon esprit l'étrange accident de la nuit. D'ailleurs, le jour, le soleil, le peu d'analogie qu'il y a entre notre vie habituelle et de pareilles aventures contribuaient à me faire regarder tout cela comme un songe. L'idée de faire une déposition était complètement évanouie. Celle de tenter de tout éclaircir par moi-même m'était seule restée au fond du cœur. D'ailleurs, je me reprochais cette terreur d'un moment dont je m'étais senti saisi, et je voulais me donner à moi-même une réparation qui me satisfît. J'arrivai à Trouville vers les 11 heures du matin. Tout le monde me fit fête. On me croyait ou noyé ou assassiné. Et l'on était enchanté de voir que j'en étais quitte pour une courbature. En effet, je tombais de fatigue, et je me couchai en recommandant qu'on me réveillât à 5 heures du soir, et qu'on me tînt une voiture prête pour me conduire à Pont-l'Évêque, où je comptais aller coucher. Mes recommandations furent ponctuellement suivies, et à 8 heures j'étais arrivé à ma destination. Le lendemain, à 6 heures du matin, je pris un cheval de poste, et, précédé de mon guide, je partis à Franc-Étrier pour Dives. Mon intention était, arrivé à cette ville, de m'en aller en simple promeneur au bord de la mer, de suivre la côte jusqu'à ce que je rencontrasse les ruines de l'abbaye de Grandpré, et alors de visiter le jour, en simple amateur de paysages, ces localités que je désirais parfaitement étudier, afin de les reconnaître, et d'y revenir pendant la nuit. Un incident imprévu détruisit ce plan, et me conduisit au même but par un autre chemin. En arrivant chez le maître de poste de Dives, qui était en même temps le maire, je trouvai la gendarmerie à sa porte et toute la ville en révolution. Un nouveau meurtre venait encore d'être commis, mais cette fois avec une audace sans pareille. Madame la comtesse de Bezeval, arrivée quelques jours auparavant de Paris, venait d'être assassinée dans le parc même de son château, habité par le comte et 2 ou 3 de ses amis. Comprends-tu? Pauline, la femme que j'avais aimée, celle dont le souvenir réveillé dans mon cœur y vivait tout entier. Pauline assassinée, assassinée pendant la nuit, assassinée dans le parc de son château, tandis que j'étais, moi, dans les ruines de l'abbaye attenante, c'est-à-dire à 500 pas d'elle. C'était à n'y pas croire. Mais tout à coup cette apparition, cette porte, cet homme, tout cela me revint à l'esprit. J'allais parler, j'allais tout dire, lorsque je ne sais quel pressentiment me retint. Je n'avais pas encore assez de certitude, et je résolus, avant de rien révéler, de pousser mon investigation jusqu'au bout. Les gendarmes, qui avaient été prévenus à 4 heures du matin, venaient chercher le maire, le juge de paix et 2 médecins pour dresser le procès-verbal. Le maire et le juge de paix étaient prêts, mais un des 2 médecins, absent pour affaires de clientèle, ne pouvait se rendre à l'invitation de l'autorité. J'avais fait pour la peinture quelques études d'anatomie à la Charité. Je m'offris comme élève en chirurgie. Je fus accepté à défaut de mieux, et nous partîmes pour le château de Burcy. Toute ma conduite était instinctive. J'avais voulu revoir Pauline avant que les planches du cercueil ne se fermassent pour elle, ou plutôt j'obéissais à une voix intérieure qui me venait du ciel. Nous arrivâmes au château. Le comte en était parti le matin même pour Caen. Il allait solliciter du préfet la permission de faire transporter le cadavre à Paris, où étaient les caveaux de sa famille, et il avait profité pour s'éloigner du moment où la justice remplirait ses froides formalités, si douloureuses pour le désespoir. Un de ses amis nous reçut et nous conduisit à la chambre de la comtesse. À peine si je pouvais me soutenir. Mes jambes pliaient sous moi, mon cœur battait avec violence.
Je devais être pâle comme la victime qui nous attendait. Nous entrâmes dans la chambre. Elle était encore toute parfumée d'une odeur de vie. Je jetai autour de moi un regard effaré. J'aperçus sur le lit une forme humaine que trahissait le linceul déjà étendu sur elle. Alors je sentis tout mon courage s'évanouir. Je m'appuyai contre la porte. Le médecin s'avança vers le lit avec ce calme et cette insensibilité incompréhensible que donne l'habitude. Il souleva le drap qui recouvrait le cadavre et découvrit la tête. Alors je crus rêver encore, ou bien que j'étais sous l'empire de quelque fascination. Ce cadavre étendu sur le lit, ce n'était pas celui de la comtesse de Beuzeval. Cette femme assassinée et dont nous venions constater la mort, ce n'était pas Pauline. Chapitre 5. Pauline rouvrit les yeux en rentrant dans le port. Son premier mouvement fut tout à l'effroi. Elle croyait avoir fait un rêve consolant, et elle étendit les bras comme pour s'assurer qu'il ne touchait plus les murs de son caveau. Puis elle regarda autour d'elle avec inquiétude. « Où me conduisez-vous » me dit-elle. « Soyez tranquille, lui répondis-je. Ces maisons que vous voyez devant vous appartiennent à un pauvre village. Ceux qui l'habitent sont trop occupés pour être curieux. Vous y resterez inconnu aussi longtemps que vous voudrez. D'ailleurs, si vous désirez partir, dites-moi seulement où vous allez, et demain, cette nuit, à l'instant, je pars avec vous. Je vous conduis, je suis votre guide. Même hors de France? Partout. Merci, me dit-elle. Laissez-moi seulement songer une heure à cela. Je vais essayer de rassembler mes idées, car en ce moment j'ai la tête et le cœur brisés. Toute ma force s'est usée pendant ces 2 jours et ces 2 nuits, et je sens dans mon esprit une confusion qui ressemble à de la folie. À vos ordres. Quand vous voudrez me voir, vous me ferez appeler. Elle me fit un geste de remerciement. En ce moment, nous arrivions à l'auberge. Je fis préparer une chambre dans un corps de logis entièrement séparé du mien, pour ne pas blesser la susceptibilité de Pauline. Puis je recommandai à notre hôtesse de ne lui monter que du bouillon coupé, toute autre nourriture pouvant devenir dangereuse dans l'état d'irritation et d'affaiblissement où devait être l'estomac de la malade. Ces ordres donnés, je me retirai dans ma chambre. Là, je pus me livrer tout entier au sentiment de joie qui emplissait mon âme, et que devant Pauline je n'avais point osé laisser éclater. Celle que j'aimais encore, celle dont le souvenir, malgré une séparation de 2 ans, était resté vivant dans mon cœur, je l'avais sauvée. Elle me devait la vie. J'admirais par combien de détours cachés et de combinaisons diverses le hasard ou la providence m'avait conduite à ce résultat. Puis tout à coup il me passait un frisson mortel par les veines en songeant que, si une de ces circonstances fortuites avait manqué, que si un seul de ces petits événements dont la chaîne avait formé le fil conducteur qui m'avait guidé dans ce labyrinthe n'était pas venu au-devant de moi, à cette heure même, Pauline, enfermée dans un caveau, se tendrait les bras dans les convulsions du poison ou de la faim. Tandis que moi, dans mon ignorance, occupé ailleurs d'une futilité, d'un plaisir peut-être, je l'eusse laissée agonisante ainsi, sans qu'un souffle, sans qu'un pressentiment, sans qu'une voix fût venue me dire « Elle se meurt, sauve-la ». Ces choses sont affreuses à penser, et la peur de réflexion est la plus terrible. Il est vrai que c'est aussi la plus consolante, car, après nous avoir fait épuiser le cercle du doute, elle nous ramène à la foi, qui arrache le monde des mains aveugles du hasard pour le remettre à la prescience de Dieu. Je restai 1 heure ainsi, et je te le jure, continua Alfred, pas une pensée qui ne fût pure ne me vint au cœur ou à l'esprit. J'étais heureux, j'étais fier de l'avoir sauvée. Cette action portait avec elle sa récompense, et je n'en demandais pas d'autre que le bonheur même d'avoir été choisi pour l'accomplir.
Au bout de 7 heures, elle me fit demander. Je me levai vivement comme pour m'élancer vers sa chambre. Mais à la porte, les forces me manquèrent. Je fus obligé de m'appuyer un instant contre le mur, et il fallut que la fille d'auberge revînt sur ses pas en m'invitant à entrer pour que je prisse sur moi de surmonter mon émotion. Elle s'était jetée sur son lit, mais sans se déshabiller. Je m'approchai d'elle avec l'apparence la plus calme que je pus. Elle me tendit la main. « Je ne vous ai pas encore remercié, me dit-elle. Mon excuse est dans l'impossibilité de trouver des termes qui expriment ma reconnaissance. Faites la part de la terreur d'une femme dans la position où vous m'avez trouvé, et pardonnez-moi. Écoutez-moi, madame, lui dis-je en essayant de réprimer mon émotion, et croyez à ce que je vais vous dire. Il est de ces situations si inattendues, si étranges, qu'elles dispensent de toutes les formes ordinaires et de toutes les préparations convenues. Dieu m'a conduit vers vous et je l'en remercie. Mais ma mission n'est point accomplie, je l'espère, et peut-être aurez-vous encore besoin de moi. Écoutez-moi donc, et pesez chacune de mes paroles. Je suis libre, je suis riche. Rien ne m'enchaîne sur un point de la terre plutôt que sur un autre. Je comptais voyager, je partais pour l'Angleterre sans aucun but. Je puis donc changer mon itinéraire et me diriger vers telle partie de ce monde où il plaira au hasard de me pousser. Peut-être devez-vous quitter la France, je n'en sais rien. Je ne demande aucun de vos secrets, et j'attendrai que vous me fassiez un signe pour former même une supposition. Mais soit que vous restiez en France, soit que vous la quittiez, disposez de moi, madame, à titre d'ami ou de frère. Ordonnez que je vous accompagne de près ou que je vous suive de loin. Faites-vous de moi un défenseur avoué, ou exigez que j'aie l'air de ne pas vous connaître, et j'obéirai à l'instant. Et cela, madame, croyez-le bien, sans arrière-pensée, sans espoir égoïste, sans intention mauvaise. Et maintenant que j'ai dit, oubliez votre âge, oubliez le mien, ou supposez que je suis votre frère. Merci, me dit la comtesse avec une voix pleine d'une émotion profonde. J'accepte avec une confiance pareille à votre loyauté. Je me remets tout entière à votre honneur, car je n'ai que vous au monde. Vous seul savez que j'existe. Oui, vous l'avez supposé avec raison. Il faut que je quitte la France. Vous alliez en Angleterre, vous m'y conduirez. Mais je n'y puis pas arriver seul et sans famille. Vous m'avez offert le titre de votre sœur. Pour tout le monde désormais, je serai mademoiselle de Nerval. Oh, que je suis heureux, m'écriai-je. La comtesse me fit signe de l'écouter. Je vous demande plus que vous ne croyez peut-être, me dit-elle. Moi aussi j'ai été riche, mais les morts ne possèdent plus rien. Mais je le suis, moi, mais toute ma fortune... Vous ne me comprenez pas, me dit-elle, et en ne me laissant pas achever, vous me forcez à rougir. Oh, pardon. Je serai mademoiselle de Nerval, une fille de votre père si vous voulez, une orpheline qui vous a été confiée. Vous devez avoir des lettres de recommandation. Vous me présenterez comme institutrice dans quelque pensionnat. Je parle l'anglais et l'italien comme ma langue maternelle. Je suis bonne musicienne, du moins on me le disait autrefois. Je donnerai des leçons de musique et de langue. Mais c'est impossible, m'écriai-je. Voilà mes conditions, me dit la comtesse. Les refusez-vous, monsieur, ou les acceptez-vous, mon frère? Oh, tout ce que vous voudrez, tout, tout, tout. Eh bien, alors, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que demain nous partions. Est-ce possible? Parfaitement. Mais un passeport? J'ai le mien. Au nom de monsieur de Nerval? J'ajouterai de sa sœur. Vous ferez un faux? Bien innocent. Aimez-vous mieux que j'écrive à Paris qu'on m'envoie un second passeport? Non, non, cela entraînerait une trop grande perte de temps. D'où partirons-nous? Du Havre? Du Havre? Comment? Par le paquebot, si vous voulez. Et quand cela? À notre volonté. Pouvons-nous tout de suite? N'êtes-vous pas bien faible? Vous vous trompez, je suis forte. Dès que vous serez disposée à partir, vous me trouverez prête. Dans 2 heures. C'est bien. Adieu, frère. Adieu, madame. Ah, reprit la comtesse en souriant, voilà déjà que vous manquez à nos conventions. Laissez-moi le temps de m'habituer à ce nom, si doux qu'il soit. M'a-t-il donc tant coûté à moi? Oh, vous, m'écriai-je, je vis que j'allais en dire trop. Dans 2 heures, repris-je, tout sera préparé selon vos désirs. Puis je m'inclinai et je sortis. Il n'y avait qu'un quart d'heure que je m'étais offert dans toute la sincérité de mon âme à jouer le rôle de frère, et déjà j'en ressentais toute la difficulté. Être le frère adoptif d'une femme jeune et belle est déjà chose difficile. Mais lorsqu'on a aimé cette femme, lorsqu'on l'a perdue, lorsqu'on l'a retrouvée seule et isolée, n'ayant d'appui que vous, lorsque le bonheur auquel on aurait osé croire,
car on le regardait comme un songe, et là, près de vous en réalité, et qu'en étendant la main on le touche, alors, malgré la résolution prise, malgré la parole donnée, il est impossible de renfermer dans son âme ce feu qu'elle couve, et il en sort toujours quelque étincelle par les yeux ou par la bouche. Je retrouvai mes bateliers soupant et buvant. Je leur fis part de mon nouveau projet de gagner le Havre pendant la nuit, afin d'y être arrivé au moment du départ du paquebot. Mais ils refusèrent de tenter la traversée dans la barque qui nous avait amenés. Comme ils ne demandaient qu'une heure pour préparer un bâtiment plus solide, nous fîmes prise à l'instant, ou plutôt ils laissèrent la chose à ma générosité. J'ajoutai 5 louis aux 25 qu'ils avaient déjà reçus. Pour cette somme, ils m'eussent conduit en Amérique. Je fis une visite dans les armoires de mon hôtesse. La comtesse s'était sauvée avec la robe qu'elle portait au moment où elle fut enfermée, et voilà tout. Je craignais pour elle, faible et souffrante comme elle l'était encore, le vent et le brouillard de la nuit. J'aperçus sur la planche d'honneur un grand tartan écossais, dont je m'emparai et que je priai madame Oseret de mettre sur ma note. Grâce à ce châle et à mon manteau, j'espérais que ma compagne de voyage ne serait pas incommodée de la traversée. Elle ne se fit pas attendre, et lorsqu'elle sut que les bateliers étaient prêts, elle descendit aussitôt. J'avais profité du temps qu'elle m'avait donné pour régler tous mes petits comptes à l'auberge. Nous n'eûmes donc qu'à gagner le port et à nous embarquer. Comme je l'avais prévu, la nuit était froide, mais calme et belle. J'enveloppai la comtesse de son tartan, et je voulus la faire entrer sous la tente que nos bateliers avaient faite à l'arrière du bâtiment avec une voile. Mais la sérénité du ciel et la tranquillité de la mer la retinrent sur le pont. Je lui montrai un banc, et nous nous assîmes l'un près de l'autre. Tous deux nous avions le cœur si plein de nos pensées que nous demeurâmes ainsi sans nous adresser la parole. J'avais laissé retomber ma tête sur ma poitrine, et je songeais avec étonnement à cette suite d'aventures étranges qui venait de commencer pour moi et dont la chaîne allait probablement s'étendre dans l'avenir. Je brûlais de savoir par quelle suite d'événements la comtesse de Bezeval, jeune, riche, aimée en apparence de son mari, en était arrivée à attendre dans un des caveaux d'une abbaye en ruine la mort à laquelle je l'avais arrachée. Dans quel but et pour quel résultat son mari avait-il fait courir le bruit de sa mort et exposer sur le lit mortuaire une étrangère à sa place? Était-ce par jalousie? Ce fut la première idée qui se présenta à mon esprit. Elle était affreuse. Pauline aimait quelqu'un? Oh, alors voilà qui désenchantait tous mes rêves, car pour cet homme qu'elle aimait, elle reviendrait à la vie sans doute. Quelque part qu'elle fût, cet homme la rejoindrait. Alors je l'aurais sauvée pour un autre, et elle me remercierait comme un frère, et tout serait dit. Cet homme me serrerait la main en me répétant qu'il me devait plus que la vie, puis il serait heureux d'un bonheur d'autant plus sûr qu'il serait ignoré. Et moi je reviendrais en France pour y souffrir comme j'avais déjà souffert, et 1000 fois davantage. Car cette félicité, que d'abord je n'avais entrevue que de loin, s'était rapprochée de moi, pour m'échapper plus cruellement encore. Et alors il viendrait un moment peut-être où je maudirais l'heure où j'avais sauvé cette femme, où je regretterais que, morte pour tout le monde, elle fût vivante pour moi, loin de moi, et pour un autre près de lui. D'ailleurs, si elle était coupable, la vengeance du comte était juste. À sa place, je ne l'eusse pas fait mourir. Mais certes, je l'eusse tuée, elle et l'homme qu'elle aimait. Pauline aimant un autre, Pauline coupable. Oh, cette idée me rongeait le cœur. Je relevai lentement le front. Pauline, la tête renversée en arrière, regardait le ciel, et 2 larmes coulaient le long de ses joues. « Oh, m'écriai-je, qu'avez-vous donc, mon Dieu? Croyez-vous, me dit-elle en gardant son immobilité, croyez-vous que l'on quitte pour toujours sa patrie, sa famille, sa mère, sans que le cœur se brise? Croyez-vous qu'on passe sinon du bonheur, mais du moins de la tranquillité au désespoir, sans que le cœur saigne? Croyez-vous qu'on traverse l'océan à mon âge pour aller traîner le reste de sa vie sur une terre étrangère, sans mêler une larme au flot qui vous emporte loin de tout ce qu'on a aimé? Mais, lui dis-je, est-ce donc un adieu éternel? Éternel, murmura-t-elle, en secouant doucement la tête. De ce que vous regrettez, ne reverrez-vous personne? Personne. Et tout le monde doit-il l'ignorer à jamais et, sans exception, que celle que l'on croit morte et qu'on regrette est vivante et pleure? Tout le monde, à jamais, sans exception. Oh, m'écriai-je, oh, que je suis heureux, et quel poids vous m'enlevez du cœur! Je ne vous comprends pas, dit Pauline. Oh, ne devinez-vous point tout ce qui s'éveille en moi de doutes et de craintes?
N'avez-vous point hâte de savoir vous-même par quel enchaînement de circonstances je suis arrivé jusques auprès de vous, et rendez-vous grâce au ciel de vous avoir sauvé, sans vous informer à moi de quels moyens il s'est servi? Vous avez raison, un frère ne doit point avoir de secret pour sa sœur. Vous me raconterez tout, et à mon tour je ne vous cacherai rien. Rien. Oh, jurez-le-moi. Vous me laisserez lire dans votre cœur comme dans un livre ouvert? Oui, et vous n'y trouverez que le malheur, la résignation et la prière. Mais ce n'est ni l'heure ni le moment. D'ailleurs, je suis trop près encore de toutes ces catastrophes pour avoir le courage de les raconter. Oh, quand vous voudrez, à votre heure, à votre temps. J'attendrai. Elle se leva. J'ai besoin de repos, me dit-elle. Ne m'avez-vous pas dit que je pourrais dormir sous cette tente? Je l'y conduisis. J'étendis mon manteau sur le plancher. Puis elle me fit signe de la main de la laisser seule. J'obéis et je retournai m'asseoir sur le pont, à la place qu'elle avait occupée. Je posai ma tête où elle avait posé la sienne, et je demeurai ainsi jusqu'à notre arrivée au Havre. Le lendemain soir, nous abordions à Brighton. 6 heures après, nous étions à Londres. Chapitre 6. Mon premier soin en arrivant fut de me mettre en quête d'un appartement pour ma sœur et pour moi. En conséquence, je me présentai le même jour chez le banquier auprès duquel j'étais accrédité. Il m'indiqua une petite maison toute meublée, qui faisait parfaitement l'affaire de 2 personnes et de 2 domestiques. Je le chargeai de terminer la négociation, et le lendemain il m'écrivit que le cottage était à ma disposition. Aussitôt, et tandis que la comtesse reposait, je me fis conduire dans une lingerie. La maîtresse de l'établissement me composa à l'instant un trousseau d'une grande simplicité, mais parfaitement complet et de bon goût. 2 heures après, il était marqué au nom de Pauline de Nerval, et transporté tout entier dans les armoires de la chambre à coucher de celle à qui il était destiné. J'entrai immédiatement chez une modiste, qui mit, quoique française, la même célérité dans sa fourniture. Quant aux robes, comme je ne pouvais me charger d'en donner les mesures, j'achetai quelques pièces d'étoffe, les plus jolies que je pus trouver, et je priai le marchand de m'envoyer le soir même une couturière. J'étais de retour à l'hôtel à midi. On me dit que ma sœur était réveillée et m'attendait pour prendre le thé. Je la trouvai vêtue d'une robe très simple qu'elle avait eu le temps de faire pendant les 12 heures que nous étions restés au Havre. Elle était charmante ainsi. « Regardez, me dit-elle en me voyant entrer, n'ai-je pas déjà bien le costume de mon emploi, et hésiterez-vous maintenant à me présenter comme une sous-maîtresse? Je ferai tout ce que vous m'ordonnerez de faire, lui dis-je. Oh, mais ce n'est pas ainsi que vous devez me parler, et si je suis à mon rôle, il me semble que vous oubliez le vôtre. Les frères en général ne sont pas soumis aussi aveuglément aux volontés de leurs sœurs, et surtout les frères aînés. Vous vous trahirez, prenez garde. J'admire vraiment votre courage, lui dis-je, laissant tomber mes bras et la regardant. La tristesse au fond du cœur, car vous souffrez de l'âme, la pâleur sur le front, car vous souffrez du corps, éloigné pour jamais de ce que vous aimez, vous me l'avez dit, vous avez la force de sourire. Tenez, pleurez, pleurez, j'aime mieux cela, et cela me fait moins de mal. Oui, vous avez raison, me dit-elle, et je suis une mauvaise comédienne. On voit mes larmes, n'est-ce pas, à travers mon sourire? Mais j'avais pleuré pendant que vous n'y étiez pas. Cela m'avait fait du bien. De sorte qu'à un œil moins pénétrant, à un frère moins attentif, j'aurais pu faire croire que j'avais déjà tout oublié. Oh, soyez tranquille, madame, lui dis-je avec quelque amertume, car tous mes soupçons me revenaient. Soyez tranquille, je ne le croirai jamais. Croyez-vous qu'on oublie sa mère quand on sait qu'elle vous croit morte et qu'elle pleure votre mort? Oh, ma mère, ma pauvre mère, s'écria la comtesse en fondant en larmes
et en se laissant retomber sur le canapé. Vous voyez comme je suis égoïste, lui dis-je en m'approchant d'elle. Je préfère vos larmes à votre sourire. Les larmes sont confiantes, et le sourire est dissimulé. Le sourire, c'est le voile sous lequel le cœur se cache pour mentir. Puis quand vous pleurez, il me semble que vous avez besoin de moi pour essuyer vos pleurs. Quand vous pleurez, j'ai l'espoir que lentement, à force de soins, d'attention, de respect, je vous consolerai, tandis que si vous étiez consolé déjà, quel espoir me resterait-il ? Tenez, Alfred, me dit la comtesse avec un sentiment profond de bienveillance et en m'appelant pour la première fois par mon nom. Ne nous faisons pas une vaine guerre de mots. Il s'est passé entre nous des choses si étranges que nous sommes dispensés, vous de détours envers moi, moi de ruses envers vous. Soyez franc, interrogez-moi. Que voulez-vous savoir? Je vous répondrai. Oh, vous êtes un ange, m'écriai, et moi je suis un fou. Je n'ai le droit de rien savoir, de rien demander. N'ai-je pas été aussi heureux qu'un homme puisse l'être quand je vous ai retrouvé dans ce caveau, quand je vous ai emporté dans mes bras en descendant cette montagne, quand vous vous êtes appuyé sur mon épaule dans cette barque? Aussi, je ne sais, mais je voudrais qu'un danger éternel vous menaçât, pour vous sentir toujours frissonner contre mon cœur. Ce serait une existence vite usée qu'une existence pleine de sensations pareilles. On ne vivrait qu'un an peut-être ainsi, puis le cœur se briserait. Mais quelle longue vie ne changerait-on pas pour une pareille année? Alors vous étiez tout à votre crainte, et moi j'étais votre seul espoir. Vos souvenirs de Paris ne vous tourmentaient pas. Vous ne feigniez pas de sourire pour me cacher vos larmes. J'étais heureux, je n'étais pas jaloux. Alfred, me dit gravement la comtesse, vous avez fait assez pour moi pour que je fasse quelque chose pour vous. D'ailleurs, il faut que vous souffriez, et beaucoup, pour me parler ainsi. Car en me parlant ainsi, vous me prouvez que vous ne vous souvenez plus que je suis sous votre dépendance entière. Vous me faites honte pour moi, vous me faites mal pour vous. Oh, pardonnez-moi, m'écriai-je en tombant à ses genoux. Mais vous savez que je vous ai aimée, jeune fille, quoique je ne vous l'aie jamais dit. Vous savez que mon défaut de fortune seul m'a empêché d'aspirer à votre main. Et vous savez encore que depuis que je vous ai retrouvé, cet amour, endormi peut-être, mais jamais éteint, s'est réveillé plus ardent, plus vif que jamais. Vous le savez car on n'a pas besoin de dire de pareilles choses pour qu'elles soient sues. Eh bien voilà ce qui fait que je souffre également à vous voir sourire et à vous voir pleurer. C'est que quand vous souriez, vous me cachez quelque chose. C'est que quand vous pleurez, vous m'avouez tout. Ah, vous aimez, vous regrettez quelqu'un. Vous vous trompez, me répondit la comtesse. Si j'ai aimé, je n'aime plus. Si je regrette quelqu'un, c'est ma mère. Oh, Pauline, Pauline, m'écriai-je, me dites-vous vrai? Ne me trompez-vous pas? Mon Dieu, croyez-vous que je sois capable d'acheter votre protection par un mensonge? Oh, le ciel m'en garde, mais d'où est venue la jalousie de votre mari? Car la jalousie seule a pu le porter à une pareille infamie. Écoutez, Alfred, un jour ou l'autre il aurait fallu que je vous avouasse ce terrible secret. Vous avez le droit de le connaître. Ce soir vous le saurez. Ce soir vous lirez dans mon âme. Ce soir vous disposerez de plus que de ma vie, car vous disposerez de mon honneur et de celui de toute ma famille, mais à une condition. Laquelle? Dites, je l'accepte d'avance. Vous ne me parlerez plus de votre amour. Je vous promets, moi, de ne pas oublier que vous m'aimez. Elle me tendit la main. Je la baisai avec un respect qui tenait de la religion. Asseyez-vous là, me dit-elle, et ne parlons plus de tout cela jusqu'au soir. Qu'avez-vous fait? J'ai cherché une petite maison bien simple et bien isolée, où vous soyez libre et maîtresse, car vous ne pouvez rester dans un hôtel. Et vous l'avez trouvée? Oui, à Piccadilly, et si vous voulez, nous irons la voir après le déjeuner. Alors tendez donc votre tasse. Nous prîmes le thé, puis nous montâmes en voiture, et nous nous rendîmes au cottage. C'était une jolie petite fabrique à jalousies vertes, avec un jardin plein de fleurs, une véritable maison anglaise, à 2 étages seulement. Le rez-de-chaussée devait nous être commun, le premier était préparé pour Pauline, je m'étais réservé le second. Nous montâmes à son appartement. Il se composait d'une antichambre, d'un salon, d'une chambre à coucher, d'un boudoir et d'un cabinet de travail, où l'on avait réuni tout ce qu'il fallait pour faire de la musique et dessiner. J'ouvris les armoires, la lingère m'avait tenu parole. « Qu'est-ce là? Me dit Pauline. « Si vous entrez dans une pension, lui répondis-je, on exigera que vous ayez un trousseau. Celui-ci est marqué à votre nom, un P et un N, Pauline de Nerval. »« Merci, mon frère, me dit-elle en me serrant la main. C'était la première fois qu'elle me redonnait ce titre depuis notre explication.
Mais cette fois, ce titre ne me fit pas mal. Nous entrâmes dans la chambre à coucher. Sur le lit étaient 2 chapeaux d'une forme toute parisienne et un châle de cachemire fort simple. « Alfred, me dit la comtesse en les apercevant, vous eussiez dû me laisser rentrer seule ici, puisque j'y devais trouver toutes ces choses. Ne voyez-vous pas que j'ai honte devant vous de vous avoir donné tant de peine? Puis vraiment, je ne sais s'il est convenable. Vous me rendrez tout cela sur le prix de vos leçons, interrompis-je en souriant. Un frère peut prêter à sa sœur. Il peut même lui donner lorsqu'il est plus riche qu'elle, dit Pauline, car dans ce cas-là, c'est celui qui donne qui est heureux. Oh, vous avez raison, m'écriai-je, et aucune délicatesse du cœur ne vous échappe. Merci, merci. Nous passâmes dans le cabinet de travail. Sur le piano étaient les romances les plus nouvelles de Madame Duchange, de Labarre et de Plantade, les morceaux les plus à la mode de Bellini, de Meyerbeer et de Rossini. Pauline ouvrit un cahier de musique et tomba dans une profonde rêverie. « Qu'avez-vous » lui dis-je, voyant que ses yeux restaient fixés sur la même page et qu'elle semblait avoir oublié que j'étais là. « Chose étrange, murmura-t-elle, répondant à la fois à sa pensée et à ma question. Il y a 1 semaine au plus que je chantais ce même morceau chez la comtesse M. Alors j'avais une famille, un nom, une existence. 8 jours se sont passés et je n'ai plus rien de tout cela. » Elle pâlit et tomba plutôt qu'elle ne s'assit sur un fauteuil, et l'on eût dit que véritablement elle allait mourir. Je m'approchai d'elle, elle ferma les yeux. Je compris qu'elle était tout entière à sa pensée. Je m'assis près d'elle, et lui appuyant la tête sur mon épaule, « Pauvre sœur, lui dis-je. » Alors elle se reprit à pleurer, mais cette fois sans convulsions ni sanglots. C'étaient des larmes mélancoliques et silencieuses, de ces larmes enfin qui ne manquent pas d'une certaine douceur, et qu'il faut que ceux qui les regardent sachent laisser couler. Au bout d'un instant, elle rouvrit les yeux avec un sourire. « Je vous remercie, me dit-elle, de m'avoir laissé pleurer. Je ne suis plus jaloux, lui répondis-je. Elle se leva. « N'y a-t-il pas un second étage, me dit-elle. Oui, il se compose d'un appartement tout pareil à celui-ci. Et doit-il être occupé? C'est vous qui en déciderez. Il faut accepter la position qui nous est imposée par la destinée avec toute franchise. Aux yeux du monde, vous êtes mon frère. Il est tout simple que vous habitiez la maison que j'habite, tandis qu'on trouverait sans doute étrange que vous allassiez loger autre part. Cet appartement sera le vôtre. Descendons au jardin. » C'était un tapis vert avec une corbeille de fleurs. Nous en fîmes 2 ou 3 fois le tour en suivant une allée sablée et circulaire qui l'enveloppait. Puis Pauline alla vers le massif et y cueillit un bouquet. « Voyez donc ces pauvres roses, me dit-elle en revenant à moi, comme elles sont pâles et presque sans odeur. N'ont-elles pas l'air d'exilés qui languissent après leur pays? Croyez-vous qu'elles aussi ont une idée de ce que c'est que la patrie, et qu'en souffrant elles ont le sentiment de leur souffrance? Vous vous trompez, lui dis-je, ces fleurs sont nées ici. Cet air est l'atmosphère qui leur convient. Ce sont des filles du brouillard et non de la rosée. Un soleil plus ardent les brûlerait. D'ailleurs, elles sont faites pour parer des cheveux blonds et pour s'harmoniser avec le teint mat des filles du Nord. À vous, à vos cheveux noirs, il faudrait de ces roses ardentes comme il en fleurit en Espagne. Nous irons en chercher là quand vous en voudrez. » Pauline sourit tristement. « Oui, dit-elle, en Espagne, en Suisse, en Italie, partout, excepté en France. » Puis elle continua de marcher sans parler davantage, effeuillant machinalement les roses sur le chemin. « Mais, lui dis-je, avez-vous donc à tout jamais perdu l'espoir d'y rentrer? Ne suis-je pas morte? Mais en changeant de nom, il me faudrait aussi changer de visage. Mais c'est donc bien terrible ce secret. C'est une médaille à 2 faces, qui porte d'un côté du poison et de l'autre un échafaud. Écoutez, je vais vous raconter tout cela. Il faut que vous le sachiez, et le plus tôt est le mieux. Mais vous, dites-moi d'abord par quel miracle de la Providence vous avez été conduit vers moi. » Nous nous assîmes sur un banc au-dessous d'un platane magnifique qui couvrait de sa tente de feuillage une partie du jardin. Alors je commençai mon récit à partir de mon arrivée à Trouville. Je lui racontai tout, comment j'avais été surpris par l'orage et poussé sur la côte, comment, en cherchant un abri, j'étais entré dans les ruines de l'abbaye, comment, réveillé au milieu de mon sommeil par le bruit d'une porte, j'avais vu sortir un homme du souterrain, comment cet homme avait enfoui quelque chose sous une tombe, et comment dès lors je m'étais douté d'un mystère que j'avais résolu de pénétrer. Puis je lui dis mon voyage à Dives, la nouvelle fatale que j'y appris, la résolution désespérée de la revoir une fois encore,
mon étonnement et ma joie en reconnaissant que le linceul couvrait une autre femme qu'elle, enfin mon expédition nocturne, la clef sous la tombe, mon entrée dans le souterrain, mon bonheur et ma joie en la retrouvant. Et je lui racontai tout cela avec cette expression de l'âme qui, sans prononcer le mot d'amour, le fait palpiter dans chaque parole que l'on dit. Et pendant que je parlais, j'étais heureux et récompensé car je voyais ce récit passionné l'inonder de mon émotion, et quelques-unes de mes paroles filtrer secrètement jusqu'à son cœur. Lorsque j'eus fini, elle me prit la main, la serra entre les siennes sans parler, me regarda quelque temps avec une expression de reconnaissance angélique, puis enfin rompant le silence, « Faites-moi un serment, me dit-elle. »« Lequel ? Parlez. »« Jurez-moi sur ce que vous avez de plus sacré que vous ne révélerez à qui que ce soit au monde ce que je vais vous dire, à moins que je ne sois morte, que ma mère ne soit morte, que le comte ne soit mort. »« Je le jure sur l'honneur, répondis-je. »« Et maintenant écoutez, dit-elle. Chapitre 7. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle était ma famille. Vous la connaissez, ma mère. Puis des parents éloignés, voilà tout. J'avais quelque fortune. Hélas oui, interrompis-je, et plût au ciel que vous eussiez été pauvre. Mon père, continua Pauline sans paraître remarquer le sentiment qui m'avait arraché mon exclamation, laissa en mourant 40 000 livres de rentes à peu près. Comme je suis fille unique, c'était une fortune. Je me présentai donc dans le monde avec la réputation d'une riche héritière. Vous oubliez, dis-je, celle d'une grande beauté, jointe à une éducation parfaite. Vous voyez bien que je ne puis pas continuer, me répondit Pauline en souriant, puisque vous m'interrompez toujours. Oh, c'est que vous ne pouvez pas dire comme moi tous les faits que vous produisîtes dans ce monde. C'est que c'est une partie de votre histoire que je connais mieux que vous-même. C'est que, sans vous en douter, vous étiez la reine de toutes les fêtes, reine à la couronne d'hommage, invisible à vos seuls regards. C'est alors que je vous vis. La première fois, ce fut chez la princesse de Belle. Tout ce qu'il y avait de talents et de célébrités était réuni chez cette belle exilée de Milan. On chanta. Alors nos virtuoses de salon s'approchèrent tour à tour du piano. Tout ce que l'instrumentation a de science et le chant de méthode se réunirent d'abord pour charmer cette foule de dilettanti, étonnés toujours de rencontrer dans le monde ce fini d'exécution que l'on demande, et qu'on trouve si rarement au théâtre. Puis quelqu'un parla de vous et prononça votre nom. Pourquoi mon cœur battit-il à ce nom que j'entendais pour la première fois? La princesse se leva, vous prit par la main et vous conduisit presque en victime à cet autel de la mélodie. Dites-moi encore pourquoi, en vous voyant si confuse, eus-je un sentiment de crainte comme si vous étiez ma sœur, moi qui vous avais vue depuis un quart d'heure à peine. Oh, je tremblais plus que vous, peut-être, et certes vous étiez loin de penser que dans toute cette foule il y avait un cœur frère de votre cœur, qui battait de votre crainte et allait s'enivrer de votre triomphe. Votre bouche sourit, les premiers sons de votre voix, tremblants et incertains, se firent entendre. Mais bientôt les notes s'échappèrent pures et vibrantes. Vos yeux cessèrent de regarder la terre et se fixèrent vers le ciel. Cette foule qui vous entourait disparut, et je ne sais même si les applaudissements arrivèrent jusqu'à vous, tant votre esprit semblait planer au-dessus d'elle. C'était un air de Bellini, mélodieux et simple, et cependant plein de larmes, comme lui seul savait les faire. Je ne vous applaudis pas, je pleurais. On vous reconduisit à votre place, au milieu des félicitations. Moi seul n'osais m'approcher de vous, mais je me plaçai de manière à vous voir toujours. La soirée reprit son cours, la musique continua d'en faire les honneurs, secouant sur son auditoire enchanté ses ailes harmonieuses et changeantes. Mais je n'entendis plus rien. Depuis que vous aviez quitté le piano,
Tous mes sens s'étaient concentrés en un seul. Je vous regardais. Vous souvenez-vous de cette soirée? Oui, je crois me la rappeler, dit Pauline. Depuis, continuai-je sans penser que j'interrompais son récit, depuis j'entendis encore une fois, non pas cet air lui-même, mais la chanson populaire qui l'inspira. C'était en Sicile, vers le soir d'un de ces jours comme Dieu n'en a fait que pour l'Italie et la Grèce. Le soleil se couchait derrière Girgenti, la vieille Agrigente. J'étais assis sur le revers d'un chemin. J'avais à ma gauche, et commençant à se perdre dans l'ombre naissante, toute cette plage couverte de ruines, au milieu desquelles ces trois temples seuls restaient debout. Au-delà de cette plage, la mer, calme et unie comme un miroir d'argent. J'avais à ma droite la ville se détachant en vigueur sur un fond d'or, comme un de ces tableaux de la première école florentine qu'on attribue à Gaddi, ou qui sont signés de Cimabue ou de Giotto. J'avais devant moi une jeune fille qui revenait de la fontaine, portant sur sa tête une de ces longues amphores antiques à la forme délicieuse. Elle passait en chantant, et elle chantait cette chanson que je vous ai dite. Oh, si vous saviez quelle impression je ressentis alors! Je fermai les yeux, je laissai tomber ma tête dans mes mains. Mer, cité, temple, tout disparut, jusqu'à cette fille de la Grèce qui venait comme une fée de me faire reculer de 3 ans et de me transporter dans le salon de la princesse belle. Alors je vous revis, j'entendis de nouveau votre voix, je vous regardai avec extase. Puis tout à coup une profonde douleur s'empara de mon âme, car vous n'étiez déjà plus la jeune fille que j'avais tant aimée, et qu'on appelait Pauline de Meulien. Vous étiez la comtesse Horace de Bezeval. Hélas, hélas, oh oui, hélas, murmura Pauline. Nous demeurâmes tous deux quelques instants sans parler. Pauline se remit la première. Oui, ce fut le temps heureux de ma vie, continua-t-elle. Oh, les jeunes filles, elles ne connaissent pas leur félicité. Elles ne savent pas que le malheur n'ose toucher au voile chaste qui les enveloppe et dont un mari vient les dépouiller. Oui, j'ai été heureuse pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ce fut à peine si ce soleil brillant de mes jeunes années s'obscurcit un jour, et si une des émotions innocentes que les jeunes filles prennent pour de l'amour y passa comme un nuage. L'été, nous allions dans notre château de Meulien. L'hiver, nous revenions à Paris. L'été se passait au milieu des fêtes de la campagne, et l'hiver suffisait à peine au plaisir de la ville. Je ne pensais pas qu'une vie si pure et si sereine pût jamais s'assombrir. J'avançai joyeuse et confiante, nous atteignîmes ainsi l'automne de 1830. Nous avions pour voisine de villégiature madame de Lucienne, dont le mari avait été grand ami de mon père. Elle nous invita un soir, ma mère et moi, à passer la journée du lendemain à son château. Son mari, son fils et quelques jeunes gens de Paris s'y étaient réunis pour chasser le sanglier, et un grand dîner devait célébrer la victoire du moderne Méléagre. Nous nous rendîmes à son invitation. Lorsque nous arrivâmes, les chasseurs étaient déjà partis, mais comme le parc était fermé de murs, nous pouvions facilement les rejoindre. D'ailleurs, de temps en temps, nous devions entendre le son du cor, et en nous rendant vers lui, nous pouvions prendre tout le plaisir de la chasse sans en risquer la fatigue. Monsieur de Lucienne était resté pour nous tenir compagnie, à sa femme, à sa fille, à ma mère et à moi. Paul, son fils, dirigeait la chasse. À midi, le bruit du cor se rapprocha sensiblement. Nous entendîmes sonner plus souvent le même air. Monsieur de Lucienne nous dit que c'était la vue, que le sanglier se fatiguait et que, si nous voulions, il était temps de monter à cheval. Dans ce moment, un des chasseurs arrive au grand galop, venant nous chercher de la part de Paul, le sanglier ne pouvant tarder à faire tête au chien. Monsieur de Lucienne prit une carabine qu'il pendit à l'arçon de sa selle. Nous montâmes à cheval tous trois, et nous partîmes. Nos 2 mères, de leur côté, se rendirent à pied dans un pavillon autour duquel tournait la chasse. Nous ne tardâmes point à la rejoindre, et quelle qu'ait été ma répugnance d'abord à prendre part à cet événement, bientôt le bruit du cor, la rapidité de la course, les aboiements des chiens, les cris des chasseurs nous atteignirent nous-mêmes, et nous galopâmes, Lucie et moi, moitié riant, moitié tremblant, à l'égal des plus habiles cavaliers. 2 ou 3 fois nous vîmes le sanglier traverser des allées, et chaque fois les chiens le suivaient plus rapprochés. Enfin il alla s'appuyer contre un gros chêne, se retourna et fit tête à la meute. C'était au bord d'une clairière sur laquelle donnaient justement les fenêtres du pavillon. De sorte que madame de Lucienne et ma mère se trouvèrent parfaitement pour ne rien perdre du dénouement. Les chasseurs étaient placés en cercle à 40 ou 50 pas de distance du lieu où se livrait le combat. Les chiens, excités par une longue course,
s'étaient jetés tous sur le sanglier, qui avait presque disparu sous leur masse mouvante et tachetée. De temps en temps, un des assaillants était lancé à 8 ou 10 pieds de hauteur et retombait en hurlant et tout ensanglanté. Puis il se rejetait au milieu de la meute, et, tout blessé qu'il était, revenait contre son ennemi. Ce combat dura un quart d'heure à peine, et plus de 10 ou 12 chiens étaient déjà blessés mortellement. Ce spectacle sanglant et cruel devenait pour moi un supplice, et le même effet était produit, à ce qu'il paraît, sur les autres spectateurs, car j'entendis la voix de madame de Lucienne qui criait « Assez, assez, je t'en prie, Paul, assez !» Aussitôt Paul sauta en bas de son cheval, sa carabine à la main, fit quelques pas à pied vers le sanglier, l'ajusta au milieu des chiens et fit feu. Au même instant, car ce qui se passa fut rapide comme un éclair, la meute s'ouvrit, le sanglier blessé passa au milieu d'elle, et avant que madame de Lucienne elle-même eût eu le temps de jeter un cri, il était sur Paul. Paul tomba renversé, et l'animal furieux, au lieu de suivre sa course, s'arrêta acharné sur son nouvel ennemi. Il y eut alors un silence terrible. Madame de Lucienne, pâle comme la mort, les bras tendus vers son fils, essayait de parler et murmurait d'une voix presque inintelligible. « Sauvez-le! Sauvez-le !» Monsieur de Lucienne, qui était le seul armé, prit sa carabine et voulut ajuster l'animal. Mais Paul était dessous, la plus légère déviation de la balle, et le père tuait le fils. Un tremblement convulsif s'empara de lui. Il vit son impuissance, et laissant tomber son arme, il courut vers Paul en criant « Au secours! Au secours !» Les autres chasseurs les suivirent. Au même instant, un jeune homme s'élança à bas de son cheval, sauta sur le fusil, et, de cette voix ferme et puissante qui commande, « Place !» cria-t-il. Les chasseurs s'écartèrent pour laisser passer le messager de mort qui devait arriver avant eux. Ce que je viens de vous dire s'était passé en moins d'une minute. Tous les yeux se fixèrent aussitôt sur le tireur et sur le terrible but qu'il avait choisi. Quant à lui, il était ferme et calme, comme s'il eût sous les yeux une simple cible. Le canon de la carabine se leva lentement de terre, puis, arrivé à une certaine hauteur, le chasseur et le fusil devinrent immobiles comme s'ils étaient de pierre. Le coup partit, et le sanglier blessé à mort roula à 2 ou 3 pas de Paul, qui, débarrassé de son adversaire, se releva sur un genou, son couteau de chasse à la main. Mais c'était inutile. La balle avait été guidée par un œil trop sûr pour qu'elle ne fût pas mortelle. Madame de Lucienne jeta un cri et s'évanouit. Lucie s'affaissa sur son cheval et serait tombée si l'un des piqueurs ne l'eût soutenue. Je sautai à bas du mien et je courus vers madame de Lucienne. Quant aux chasseurs, ils étaient tous autour de Paul et du sanglier mort, à l'exception du tireur qui, le coup parti, reposa tranquillement sa carabine contre le tronc d'un arbre. Madame de Lucienne revint à elle dans les bras de son fils et de son mari. Paul n'avait qu'une légère blessure à la cuisse, tant s'était passé rapidement ce que je viens de vous raconter. La première émotion effacée, madame de Lucienne regarda autour d'elle. Elle avait toute sa gratitude maternelle à exprimer à un homme. Elle cherchait le chasseur qui avait sauvé son fils. Monsieur de Lucienne devina son intention et le lui amena. Madame de Lucienne lui saisit la main, voulut le remercier, fondit en larmes et ne put prononcer que ces mots. « Oh, monsieur de Bezeval !» C'était donc lui, m'écriai-je. Oui, c'était lui. Je le vis ainsi pour la première fois, entouré de la reconnaissance d'une famille entière et de tout le prestige de l'émotion que m'avait causée cette scène dont il avait été le héros. C'était un jeune homme pâle et plutôt petit que grand, avec des yeux noirs et des cheveux blonds. Au premier aspect, il paraissait à peine avoir 20 ans. Puis, en regardant plus attentivement, on voyait quelques légères rides partir du coin de la paupière en s'élargissant vers les tempes, tandis qu'un pli imperceptible lui traversait le front, indiquant, au fond de son esprit ou de son cœur, la présence habituelle d'une pensée sombre. Des lèvres pâles et minces, de belles dents et des mains de femme complétaient cet ensemble, qui, au premier abord, m'inspira plutôt un sentiment de répulsion que de sympathie, tant était froide, au milieu de l'exaltation générale, la figure de cet homme qu'une mère remerciait de lui avoir conservé son fils. La chasse était finie. On revint au château. En rentrant au salon, le comte Horace de Bezeval s'excusa de ne pouvoir rester plus longtemps, mais il avait un engagement pris pour dîner à Paris. On lui fit observer qu'il avait 15 lieues à faire et 4 heures à peine pour arriver à temps. Le comte répondit en souriant que son cheval avait pris à son service l'habitude de ces sortes de courses et donna l'ordre à son domestique de le lui amener. Ce domestique était un Malais que le comte Horace avait ramené d'un voyage qu'il avait fait dans l'Inde pour recueillir une succession considérable,
et qui avait conservé le costume de son pays. Quoiqu'il fût en France depuis 3 ans, il ne parlait que sa langue maternelle, dont le comte savait quelques mots à l'aide desquels il se faisait servir. Il obéit avec une promptitude merveilleuse, et à travers les carreaux du salon nous vîmes bientôt piaffer les 2 chevaux, sur la race desquels tous ces messieurs se récrièrent. C'étaient en effet, autant que j'en pus juger, 2 magnifiques animaux. Aussi le prince de Condé avait eu le désir de les avoir. Mais le comte Horace avait doublé le prix que l'Altesse royale voulait y mettre, et les lui avait enlevés. Tout le monde reconduisit le comte jusqu'au perron. Madame de Lucienne semblait n'avoir pas eu le temps de lui exprimer toute sa reconnaissance, et elle lui serrait les mains en le suppliant de revenir. Le comte le promit en jetant un regard rapide qui me fit baisser les yeux comme un éclair, car je ne sais pourquoi, il me sembla qu'il m'était adressé. Lorsque je relevai la tête, le comte était à cheval. Il s'inclina une dernière fois devant madame de Lucienne, nous fit un salut général, adressa de la main un signe d'amitié à Paul, et lâchant la bride à son cheval, qui l'emporta au galop, il disparut en quelques secondes au tournant du chemin. Chacun était resté à la même place, le regardant en silence, car il y avait dans cet homme quelque chose d'extraordinaire qui commandait l'attention. On sentait une de ces organisations puissantes que souvent la nature, comme par caprice, s'amuse à enfermer dans un corps qui semble trop faible pour la contenir. Aussi le comte paraissait-il un composé de contrastes. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, il avait l'apparence faible et languissante d'un homme atteint d'une maladie organique. Pour ses amis et ses compagnons, c'était un homme de fer, résistant à toutes les fatigues, surmontant toutes les émotions, domptant tous les besoins. Paul l'avait vu passer des nuits entières, soit au jeu, soit à table. Et le lendemain, tandis que ses convives de table ou de jeu dormaient, partir, sans avoir pris une heure de sommeil, pour une chasse ou pour une course avec de nouveaux compagnons, qu'il laissait comme les premiers, sans que la fatigue se manifestât chez lui autrement que par une pâleur plus grande et une toux sèche qui lui était habituelle, mais qui, dans ce cas, devenait plus fréquente. Je ne sais pourquoi j'écoutais tous ces détails avec un intérêt infini. Sans doute la scène dont j'avais été témoin, le sang-froid dont le comte avait fait preuve, l'émotion toute récente que j'avais éprouvée, étaient cause de cette attention que je prêtais à tout ce qu'on racontait de lui. Au reste, le calcul le plus habile n'eût rien inventé de mieux que ce départ subit qui laissait en quelque sorte le château désert, tant celui qui s'était éloigné avait produit une immense impression sur ses habitants. On annonça que le dîner était servi. La conversation, interrompue pendant quelque temps, reprit au dessert une nouvelle activité, et, comme pendant toute l'après-midi, le comte en fut l'objet. Alors, soit que cette constante attention pour un seul parût à quelques-uns désobligeante pour les autres, soit qu'en effet plusieurs des qualités qu'on lui accordait fussent contestables, une légère discussion s'éleva sur son existence étrange, sur sa fortune, dont la source était inconnue, et sur son courage, que l'un des convives attribuait à sa grande habileté à manier l'épée et le pistolet. Paul se fit alors tout naturellement le défenseur de celui qui lui avait sauvé la vie. L'existence du comte Horace était celle de presque tous les hommes à la mode. Sa fortune venait de la succession d'un oncle de sa mère, qui était resté 15 ans dans l'Inde. Quant à son courage, c'était à son avis la chose la moins contestable, car non seulement il avait fait ses preuves dans quelques duels dont il était toujours sorti à peu près sain et sauf, mais encore en d'autres circonstances. Paul alors en raconta plusieurs, dont une surtout se grava profondément dans mon esprit. Le comte Horace, en arrivant à Goa, trouva son oncle mort, mais un testament avait été fait en sa faveur, de sorte qu'aucune contestation n'eut lieu, et quoique 2 jeunes Anglais parents du défunt, car la mère du comte était anglaise, se trouvassent héritiers au même degré que lui, il se vit seul en possession de l'héritage qu'il venait réclamer. Au reste, ces 2 jeunes Anglais étaient riches, tous 2 au service et occupant des grades dans l'armée britannique en garnison à Bombay. Ils reçurent donc leur cousin, sinon avec affection, du moins avec politesse, et avant son départ pour la France, ils lui offrirent avec leurs camarades, officiers du régiment où il servait, un dîner d'adieu que le comte Horace accepta. Il était plus jeune de 4 ans à cette époque, et en paraissait à peine 18, quoiqu'il en eût réellement 25. Sa taille élégante, son teint pâle, la blancheur de ses mains lui donnaient l'apparence d'une femme déguisée en homme. Aussi, au premier coup d'œil, les officiers anglais mesurèrent-ils le courage de leurs convives à leur apparence. Le comte, de son côté, avec cette rapidité de jugement qui le distingue, comprit aussitôt l'effet qu'il avait produit,
et certain de l'intention railleuse de ses hôtes, se tint en garde, résolu à ne pas quitter Bombay sans y laisser un souvenir quelconque de son passage. En se mettant à table, les 2 jeunes officiers demandèrent à leurs parents s'ils parlaient anglais. Mais quoique le comte connût cette langue aussi bien que la nôtre, il répondit modestement qu'il n'en entendait pas un mot, et pria ces messieurs de vouloir bien, lorsqu'ils désireraient qu'il y prît part, soutenir la conversation en français. Cette déclaration donna une grande latitude aux convives, et dès le premier service, le comte s'aperçut qu'il était l'objet d'une raillerie continue. Cependant il dévora tout ce qu'il entendit, le sourire sur les lèvres et la gaieté dans les yeux. Seulement ses joues devinrent plus pâles, et 2 fois ses dents brisèrent les bords du verre qu'il portait à sa bouche. Au dessert, le bruit redoubla avec le vin de France, et la conversation tomba sur la chasse. Alors on demanda au comte quel genre de gibier il chassait en France, et de quelle manière il le chassait. Le comte, décidé à poursuivre son rôle jusqu'au bout, répondit qu'il chassait tantôt en plaine et avec le chien d'arrêt, la perdrix et le lièvre, tantôt au bois et à court, le renard et le cerf. « Ah ah !» dit en riant un des convives, « vous chassez le lièvre, le renard et le cerf ? Eh bien, nous, ici, nous chassons le tigre. » « Et de quelle manière ?» dit le comte Horace avec une bonhomie parfaite. « De quelle manière ?» répondit un autre. « Mais montés sur des éléphants, et avec des esclaves, dont les uns, armés de piques et de haches, font face à l'animal, tandis que les autres nous chargent nos fusils, et que nous tirons. »« Ce doit être un charmant plaisir, » répondit le comte. « Il est malheureux, dit l'un des jeunes gens, que vous partiez si vite, mon cher cousin. Nous aurions pu vous le procurer. »« Vrai, reprit Horace, je regrette bien sincèrement de manquer une pareille occasion, et s'il ne fallait pas attendre trop longtemps, je resterais. »« Mais, répondit le premier, cela tombe à merveille. Il y a justement à 3 lieues d'ici, dans un marais qui longe les montagnes et qui s'étend du côté de Surat, une tigresse et ses petits. Des Indiens à qui elle a enlevé des moutons nous en ont prévenu hier seulement. Nous voulions attendre que les petits fussent plus forts, afin de faire une chasse en règle. Mais puisque nous avons une si bonne occasion de vous être agréables, nous avancerons l'expédition d'une 15aine de jours. »« Je vous en suis tout à fait reconnaissant, dit en s'inclinant le comte. Mais est-il bien certain que la tigresse soit où on la croit ? » ?»« Il n'y a aucun doute. » »« Et sait-on précisément à quel endroit est son repère ? » ?»« C'est facile à voir en montant sur un rocher qui domine le marais. Ses chemins sont tracés au milieu des roseaux brisés, et tous aboutissent à un centre, comme les rayons d'une étoile. »« Eh bien, dit le comte en remplissant son verre et en se levant comme pour porter une santé, à celui qui ira tuer la tigresse au milieu de ces roseaux, entre ces 2 petits, seul à pied et sans autre arme que ce poignard. » À ces mots, il prit à la ceinture d'un esclave un poignard malais et le posa sur la table. « Êtes-vous fou ?» dit un des convives. « Non, messieurs, je ne suis pas fou, » répondit le comte avec une amertume mêlée de mépris. « Et la preuve, c'est que je renouvelle mon toast. Écoutez donc bien, afin que celui qui voudra l'accepter sache à quoi il s'engage en vidant son verre. À celui, dis-je, qui ira tuer la tigresse au milieu de ces roseaux, entre ces 2 petits, seul, à pied, et sans autre arme que ce poignard. » Il se fit un moment de silence, pendant lequel le comte interrogea successivement tous les yeux, qui tous se baissèrent. « Personne ne répond ?» dit-il avec un sourire. « Personne n'ose accepter mon toast ? Personne n'a le courage de me faire raison ? Eh bien alors, c'est moi qui irai. Et si je n'y vais pas, vous direz que je suis un misérable, comme je dis que vous êtes des lâches. » À ces mots, le comte vida son verre, le reposa tranquillement sur la table, et s'avançant vers la porte, « À demain, messieurs, dit-il, et il sortit. Le lendemain, à 6 heures du matin, il était prêt pour cette terrible chasse, lorsque ses confrères entrèrent dans sa chambre. Ils venaient le supplier de renoncer à son entreprise, dont le résultat ne pouvait manquer d'être mortel pour lui. Mais le comte ne voulut rien entendre. Ils reconnurent d'abord qu'ils avaient eu tort la veille, que leur conduite était celle des jeunes fous. Le comte les remercia de leurs excuses, mais refusa de les accepter. Ils lui offrirent alors de choisir l'un d'eux et de se battre avec lui, s'il se croyait trop offensé pour que la chose pût se passer sans réparation. Le comte répondit avec ironie que ses principes religieux lui défendaient de verser le sang de son prochain, que, de son côté, il retirait les paroles amères qu'il avait dites, mais que, quant à cette chasse, rien au monde ne pouvait l'y faire renoncer. À ces mots, il invita ces messieurs à monter à cheval et à le suivre, les prévenant au reste que, s'ils ne voulaient pas l'honorer de leur compagnie,
il n'irait pas moins attaquer la tigresse tout seul. Cette décision était prononcée d'une voix si ferme et paraissait tellement inébranlable qu'ils ne tentèrent même plus de l'y faire renoncer, et que, montant à cheval de leur côté, ils vinrent le rejoindre à la porte orientale de la ville, où le rendez-vous avait été donné. La cavalcade s'achemina en silence vers l'endroit indiqué. Chacun des cavaliers s'était muni d'un fusil à 2 coups ou d'une carabine. Le comte seul était sans armes. Son costume, parfaitement élégant, était celui d'un jeune homme du monde qui va faire sa promenade du matin au bois de Boulogne. Tous les officiers se regardaient avec étonnement, ne pouvant croire qu'il conserverait ce sang-froid jusqu'à la fin. En arrivant sur la lisière du marais, les officiers firent un nouvel effort pour dissuader le comte d'aller plus avant. Au milieu de la discussion, et comme pour leur venir en aide, un rugissement se fit entendre, parti de quelques centaines de pas à peine. Les chevaux, inquiets, piaffèrent et hennirent. « Vous voyez, messieurs, dit le comte, il est trop tard, nous sommes reconnus. L'animal sait que nous sommes là, et je ne veux pas, en quittant l'Inde, que je ne reverrai probablement jamais, laisser une fausse opinion de moi, même à un tigre. En avant, messieurs !» Et le comte poussa son cheval pour gagner, en longeant les marais, le rocher du haut duquel on dominait les roseaux où la tigresse avait mis bas. En arrivant au pied du rocher, un second rugissement se fit entendre, mais si fort et si rapproché que l'un des chevaux fit un écart et que son cavalier manqua d'être désarçonné. Tous les autres, l'écume à la bouche, les naseaux ouverts et l'œil hagard, frissonnaient et tremblaient sur leurs 4 pieds, comme s'ils venaient de sortir de l'eau glacée. Alors les cavaliers descendirent, les montures furent confiées aux domestiques, et le comte, le premier, commença de gravir le point élevé du haut duquel il comptait examiner le terrain. En effet, du sommet du rocher il suivait des yeux, aux roseaux brisés, la trace du terrible animal qu'il allait combattre. Des espèces de chemins, larges de 2 pieds à peu près, étaient frayés dans les hautes herbes, et chacun, comme l'avaient dit les officiers, aboutissait à un centre où les plantes, tout à fait battues, formaient une clairière. Un troisième rugissement qui partait de cet endroit vint dissiper tous les doutes, et le comte sut où il devait aller chercher son ennemi. Alors le plus âgé des officiers s'approcha de nouveau du comte, mais celui-ci, devinant son intention, lui fit froidement signe de la main que tout était inutile. Puis il boutonna sa redingote, pria l'un de ses cousins de lui prêter l'écharpe de soie qui lui serrait la taille pour s'envelopper le bras gauche, fit signe au malais de lui donner son poignard, se le fit assurer autour de la main avec un foulard mouillé. Alors, posant son chapeau à terre, il releva gracieusement ses cheveux, et, par le chemin le plus court, s'avança vers les roseaux, au milieu desquels il disparut à l'instant, laissant ses compagnons s'entre-regardant épouvantés et ne pouvant croire encore à une pareille audace. Quant à lui, il s'avança lentement et avec précaution par le chemin qu'il avait pris, et qui était tracé si directement qu'il n'y avait pas à s'écarter ni à droite ni à gauche. Au bout de 200 pas à peu près, il entendit un rauquement sourd qui lui annonçait que son ennemi était sur ses gardes, et que, s'il n'avait point été vu encore, il était déjà éventé. Cependant il ne s'arrêta qu'une seconde, et aussitôt que le bruit eut cessé, il continua de marcher. Au bout de 50 pas à peu près, il s'arrêta de nouveau. Il lui semblait que, s'il n'était pas arrivé, il devait au moins être bien près, car il touchait à la clairière, et cette clairière était parsemée d'ossements, dont quelques-uns conservaient encore des lambeaux de chair sanglante. Il regarda donc circulairement autour de lui, et dans un enfoncement pratiqué dans l'herbe, et pareil à une voûte de 4 ou 5 pieds de profondeur, il aperçut la tigresse couchée à moitié, la gueule béante et les yeux fixés sur lui. Ses petits jouaient sous son ventre comme de jeunes chats. Ce qui se passa dans son âme à cette vue, lui seul peut le dire. Mais son âme est un abîme d'où rien ne sort. Quelque temps la tigresse et lui se regardèrent immobiles, et voyant que de peur de quitter ses petits, sans doute, elle ne venait pas à lui, ce fut lui qui alla vers elle. Il en approcha ainsi jusqu'à la distance de 4 pas. Puis voyant qu'enfin elle faisait un mouvement pour se soulever, il se rua sur elle. Ceux qui regardaient et écoutaient entendirent à la fois un rugissement et un cri. Ils virent pendant quelques secondes les roseaux s'agiter. Puis le silence et la tranquillité leur succédèrent. Tout était fini. Ils attendirent un instant pour voir si le comte reviendrait, mais le comte ne revint pas. Alors ils eurent honte de l'avoir laissé rentrer seul, et se décidèrent, puisqu'il n'avait pas sauvé sa vie, à sauver du moins son cadavre.
Ils s'avancèrent dans le marais tous ensemble et pleins d'ardeur, s'arrêtant de temps en temps pour écouter, puis se remettant aussitôt en chemin. Enfin ils arrivèrent à la clairière et trouvèrent les deux adversaires couchés l'un sur l'autre. La tigresse était morte et le comte évanoui. Quant aux deux petits, trop faibles pour dévorer le corps, ils léchaient le sang. La tigresse avait reçu 17 coups de poignard, le comte un coup de dent qui lui avait brisé le bras gauche et un coup de griffe qui lui avait déchiré la poitrine. Les officiers emportèrent le cadavre de la tigresse et le corps du comte. L'homme et l'animal rentrèrent à Bombay couchés à côté l'un de l'autre et portés sur le même brancard. Quant au petit tigre, l'esclave Malais les avait garrottés avec la percale de son turban et il pendait aux deux côtés de sa selle. Lorsqu'au bout de 15 jours le comte se leva, il trouva devant son lit la peau de la tigresse avec des dents en perles, des yeux en rubis et des ongles d'or. C'était un don des officiers du régiment, dans lequel servaient ses deux cousins. Chapitre 8. Ces récits firent une impression profonde dans mon esprit. Le courage est une des plus grandes séductions de l'homme sur la femme. Est-ce à cause de notre faiblesse et parce que ne pouvant rien par nous-mêmes, il nous faut éternellement un appui? Aussi quelque chose que l'on eût dit au désavantage du comte Horace, le seul souvenir qui resta dans mon esprit fut celui de cette double chasse à l'une desquelles j'avais assisté. Cependant ce n'était pas sans terreur que je pensais à ce sang-froid terrible auquel Paul devait la vie. Combien de combats terribles s'étaient passés dans ce cœur avant que la volonté fût arrivée à comprimer à ce point ses pulsations, et un bien long incendie avait dû dévorer cette âme avant que sa flamme ne devînt toute cendre et que sa lave ne se changeât en glace. Le grand malheur de notre époque est la recherche du romanesque et le mépris du simple. Plus la société se dépoétise, plus les imaginations actives demandent cet extraordinaire qui tous les jours disparaît du monde pour se réfugier au théâtre ou dans les romans. De là cet intérêt fascinateur qu'exercent sur tout ce qui les entoure les caractères exceptionnels. Vous ne vous étonnerez donc pas que l'image du comte Horace, s'offrant à l'esprit d'une jeune fille entourée de ce prestige, soit restée dans son imagination où si peu d'événements avaient encore laissé leurs traces. Aussi, lorsque quelques jours après la scène que je viens de vous raconter, nous vîmes arriver 2 cavaliers par la grande allée du château, et qu'on annonça monsieur Paul de Lucienne et monsieur le comte Horace de Bezeval, pour la première fois de ma vie je sentis mon cœur battre à un non, un nuage me passa sur les yeux, et je me levai avec l'intention de fuir. Ma mère me retint, ces messieurs entrèrent. Je ne sais ce que je leur dis d'abord, mais certes je dus paraître bien timide et bien gauche, car lorsque je levai les yeux, ceux du comte Horace étaient fixés sur moi avec une expression étrange et que je n'oublierai jamais. Cependant, peu à peu j'écartai cette préoccupation et je redevins moi-même. Alors je pus le regarder et l'écouter comme si je regardais et j'écoutais Paul. Je lui retrouvai la même figure impassible, le même regard fixe et profond qui m'avait tant impressionné, et de plus une voix douce que, comme ses mains et ses pieds, paraissait bien plus appartenir à une femme qu'à un homme. Cependant, lorsqu'il s'animait, cette voix prenait une puissance qui semblait incompatible avec les premiers sons qu'elle avait proférés. Paul, en ami reconnaissant, avait mis la conversation sur un sujet propre à faire valoir le comte. Il parla de ses voyages. Le comte hésita un instant à se laisser entraîner à cette séduction d'amour-propre. On eût dit qu'il craignait de s'emparer de la conversation et de substituer le moi aux généralités banales des premières entrevues. Mais bientôt le souvenir des lieux parcourus se présenta à sa mémoire,
La vie pittoresque des contrées sauvages entra en lutte avec l'existence monotone des pays civilisés et déborda sur elle. Le comte se retrouva tout entier au milieu de la végétation luxuriante de l'Inde et des aspects merveilleux des Maldives. Il nous raconta ses courses dans le golfe du Bengale, ses combats avec les pirates malais. Il se laissa emporter à la peinture brillante de cette vie animée où chaque heure apporte une émotion à l'esprit ou au cœur. Il fit passer sous nos yeux les phrases tout entières de cette existence primitive où l'homme dans sa liberté et dans sa force, étant selon qu'il veut l'être, esclave ou roi, n'a de lien que son caprice, de borne que l'horizon, et lorsqu'il étouffe sur la terre, déploie les voiles de ses vaisseaux comme les ailes d'un aigle, et va demander à l'océan la solitude et l'immensité. Puis il retomba d'un seul bond au milieu de notre société usée, où tout est mesquin, crime et vertu, où tout est factice, visage et âme, où, esclaves emprisonnés dans les lois, captifs garrottés dans les convenances, il y a pour chaque heure du jour de petits devoirs à accomplir, pour chaque partie de la matinée des formes d'habits et des couleurs de gants à adopter, et cela sous peine de ridicule, c'est-à-dire de mort. Car le ridicule en France tache un nom plus cruellement que ne le fait la boue ou le sang. Je ne vous dirai pas ce qu'il y avait d'éloquence amère, ironique et mordante contre notre société dans cette sortie du conte. C'était véritablement, au blasphème près, une de ces créations de poètes, Manfred ou Karl Moor. C'était une de ces organisations orageuses se débattant au milieu des plates et communes exigences de notre société. C'était le génie aux prises avec le monde, et qui, vainement enveloppé dans ses lois, ses convenances et ses habitudes, les emporte avec lui, comme un lion ferait de misérables filets tendus pour un renard ou pour un loup. J'écoutais cette philosophie terrible comme j'aurais lu une page de Byron ou de Goethe. C'était la même énergie de pensée, rehaussée de toute la puissance de l'expression. Alors cette figure si impassible avait jeté son masque de glace. Elle s'animait à la flamme du cœur, et ses yeux lançaient des éclairs. Alors cette voix si douce prenait successivement des accents éclatants et sombres. Puis tout à coup, enthousiasme ou amertume, espérance ou mépris, poésie ou matière, tout cela se fondait dans un sourire comme je n'en avais point vu encore, et qui contenait à lui seul plus de désespoir et de dédain que n'aurait pu le faire le sanglot le plus douloureux. Après une visite d'une heure, Paul et le comte nous quittèrent. Lorsqu'ils furent sortis, nous nous regardâmes un instant, ma mère et moi, en silence, et je me sentis le cœur soulagé d'une oppression énorme. La présence de cet homme me pesait comme celle de Méphistophélès à Marguerite. L'impression qu'il avait produite sur moi était si visible que ma mère se mit à le défendre sans que je l'attaquasse. Depuis longtemps elle avait entendu parler du comte, et comme sur tous les hommes remarquables, le monde émettait sur lui les jugements les plus opposés. Ma mère, au reste, le regardait d'un point de vue complètement différent du mien. Tous ces sophismes émis si hardiment par le comte lui paraissaient un jeu d'esprit, et voilà tout, une espèce de médisance contre la société, comme tous les jours on en dit contre les individus. Ma mère ne le mettait donc ni si haut ni si bas que je le faisais intérieurement. Il en résulta que cette différence d'opinion que je ne voulais pas combattre me détermina à paraître ne plus m'occuper de lui. Au bout de 10 minutes, je prétextai un léger mal de tête et je descendis dans le parc. Là, rien ne vint distraire mon esprit de sa préoccupation, et je n'avais pas fait 100 pas que je fus forcé de m'avouer à moi-même que je n'avais pas voulu parler du comte afin de mieux penser à lui. Cette conviction m'effraya. Je n'aimais pas le comte cependant, car à l'annonce de sa présence, mon cœur eût certes plutôt battu de crainte que de joie. Pourtant je ne le craignais pas non plus, ou logiquement je ne devais pas le craindre, car enfin en quoi pouvait-il influer sur ma destinée? Je l'avais vu une fois par hasard, une seconde fois par politesse, je ne le reverrai peut-être jamais. Avec son caractère aventureux et son goût des voyages, il pouvait quitter la France d'un moment à l'autre. Alors son passage dans ma vie était une apparition, un rêve, et voilà tout. 15 jours, un mois, un an écoulé, je l'oublierai. En attendant, lorsque la cloche du dîner retentit, elle me surprit au milieu des mêmes pensées et me fit tressaillir de sonner si vite. Les heures avaient passé comme des minutes. En rentrant au salon, ma mère me remit une invitation de la comtesse M., qui était restée à Paris malgré l'été,
et qui donnait, à propos de l'anniversaire de la naissance de sa fille, une grande soirée, moitié dansante, moitié musicale. Ma mère, toujours excellente pour moi, voulait me consulter avant de répondre. J'acceptai avec empressement. C'était une distraction puissante à l'idée qui m'obsédait. En effet, nous n'avions que 3 jours pour nous préparer, et ces 3 jours suffisaient si strictement aux préparatifs du bal qu'il était évident que le souvenir du comte se perdrait, ou du moins s'éloignerait dans les préoccupations si importantes de la toilette. De mon côté, je fis tout ce que je pus pour arriver à ce résultat. Je parlai de cette soirée avec une ardeur que ne m'avait jamais vue ma mère. Je demandai à revenir le même soir à Paris, sous prétexte que nous avions à peine le temps de commander nos robes et nos fleurs, mais en effet parce que le changement de lieu devait, il me le semblait du moins, m'aider encore dans ma lutte contre mes souvenirs. Ma mère céda à toutes mes fantaisies avec sa bonté ordinaire. Après le dîner, nous partîmes. Je ne m'étais pas trompé. Les soins que je fus obligé de donner aux préparatifs de cette soirée, un reste de cette insouciance joyeuse de jeune fille que je n'avais pas perdue encore, l'espoir d'un bal dans une saison où il y en a si peu, firent diversion à mes terreurs insensées et éloignèrent momentanément le fantôme qui me poursuivait. Le jour désiré arriva enfin. Il s'écoula pour moi dans une espèce de fièvre d'activité que ma mère ne m'avait jamais connue. Elle était toute heureuse de la joie que je me promettais. Pauvre mère. 10 heures sonnèrent. J'étais prête depuis 20 minutes. Je ne sais comment cela s'était fait. Moi, toujours en retard, c'était moi qui, ce soir-là, attendais ma mère. Nous partîmes enfin. Presque toute notre société d'hiver était revenue comme nous à Paris pour cette fête. Je retrouvai mes amis de pension, mes danseurs d'habitude, et jusqu'à ce plaisir vif et joyeux de jeunes filles qui, depuis 1 an ou 2 déjà, commençait à s'amortir. Il y avait un monde fou dans les salons de danse. Pendant un moment de repos, la comtesse M. me prit par le bras et, pour fuir la chaleur étouffante qu'il faisait, m'emmena dans les chambres de jeu. C'était en même temps une inspection curieuse à faire. Toutes les célébrités artistiques, littéraires et politiques de l'époque étaient là. J'en connaissais beaucoup déjà, mais cependant quelques-unes encore m'étaient étrangères. Madame M. me les nommait avec une complaisance charmante, accompagnant chaque nom d'un commentaire que lui eût souvent envié le plus spirituel feuilletoniste, quand tout à coup, en entrant dans un salon, je tressaillis en laissant échapper malgré moi ces mots. « Le comte Horace !» « Eh bien oui, le comte Horace, me dit madame M. en souriant. Le connaissez-vous ? Nous l'avons rencontré chez madame de Lucienne à la campagne. » « Ah oui, reprit la comtesse, j'ai entendu parler d'une chasse, d'un accident arrivé à monsieur de Lucienne fils, n'est-ce pas ?» En ce moment, le comte leva les yeux et nous aperçut. Quelque chose comme un sourire passa sur ses lèvres. « Messieurs, dit-il aux 3 joueurs qui faisaient sa partie, voulez-vous me permettre de me retirer ? Je me charge de vous envoyer un 4e. » « Allons donc, dit Paul, tu nous gagnes 4000 francs et tu nous enverras un remplaçant qui se cavera de 10 louis ? Non pas, non pas. » Le comte à moitié levé se rassit, mais au premier tour, un des joueurs ayant engagé le jeu, le comte fit son argent. Il fut tenu. L'adversaire du comte abattit son jeu. Le comte jeta le sien sans le montrer en disant « J'ai perdu ». Poussa l'or et les billets de banque qu'il avait devant lui en face du gagnant, et se levant de nouveau, « Suis-je libre de me retirer cette fois ?» dit-il à Paul. « Non, pas encore, cher ami, » répondit Paul, qui avait relevé les cartes du comte et regardait son jeu, « car tu as 5 carreaux et monsieur n'a que 4 piques. »« Madame, dit le comte en se tournant de notre côté et en s'adressant à la maîtresse de maison, je sais que mademoiselle Eugénie doit quêter ce soir pour les pauvres. Voulez-vous me permettre d'être le premier à lui offrir mon tribut ?» À ces mots, il prit un panier à ouvrage, qui se trouvait sur un guéridon à côté de la table de jeu, y mit les 8000 francs qu'il avait devant lui, et les présenta à la comtesse. « Mais je ne sais si je dois accepter, répondit madame M. Cette somme est vraiment si considérable ? » Aussi, reprit en souriant le comte Horace, n'est-ce point en mon nom seul que je vous l'offre ? Ces messieurs y ont largement contribué, c'est donc eux plus encore que moi que mademoiselle M. doit remercier au nom de ses protégés. À ces mots, il passa dans la salle de bal, laissant le panier plein d'or et de billets de banque aux mains de la comtesse. « Voilà bien une de ses originalités, me dit madame M. Il aura aperçu une femme avec laquelle il a envie de danser, et voilà le prix dont il paie ce plaisir. Mais il faut que je serre ce panier. Laissez-moi donc vous reconduire dans le salon de danse. » Madame M. me ramena près de ma mère. À peine y étais-je assise
que le comte s'avança vers moi et m'invita à danser. Ce que venait de me dire la comtesse se présenta aussitôt à mon esprit. Je me sentis rougir. Je compris que j'allais balbutier. Je lui tendis mon calepin, 6 danseurs y avaient pris rang. Il retourna le feuillet, et comme s'il ne voulait pas que son nom fût confondu avec les autres noms, il l'inscrivit au haut de la page pour la 7e contredanse. Puis il me rendit le livret en prononçant quelques mots que mon trouble m'empêcha d'entendre, et alla s'appuyer contre l'angle de la porte. Je fus sur le point de prier ma mère de quitter le bal, car je tremblais si fort qu'il me semblait impossible de me tenir debout. Heureusement, un accord rapide et brillant se fit entendre. Le bal était suspendu. Liszt s'asseyait au piano. Il joua l'invitation à la valse de Weber. Jamais l'habile artiste n'avait poussé si haut les merveilles de son exécution, ou peut-être jamais ne m'étais-je trouvé dans une disposition d'esprit aussi parfaitement apte à sentir cette composition si mélancolique et si passionnée. Il me sembla que c'était la première fois que j'entendais supplier, gémir et se briser l'âme souffrante dont l'auteur du Freischütz a exhalé les soupirs dans ses mélodies. Tout ce que la musique, cette langue des anges, a d'accent, d'espoir, de tristesse et de douleur, semblait s'être réuni dans ce morceau, dont les variations, improvisées selon l'inspiration du traducteur, arrivaient à la suite du motif comme des notes explicatives. J'avais souvent moi-même exécuté cette brillante fantaisie, et je m'étonnais, aujourd'hui que je l'entendais reproduire par un autre, d'y trouver des choses que je n'avais pas soupçonnées alors. Était-ce le talent admirable de l'artiste qui les faisait ressortir? Était-ce une disposition nouvelle de mon esprit? La main savante qui glissait sur les touches avait-elle si profondément creusé la mine qu'elle y trouvait des filons inconnus? Ou mon cœur avait-il reçu une si puissante secousse que des fibres endormies s'y étaient réveillées? En tout cas, l'effet fut magique. Les sons flottaient dans l'air comme une vapeur et m'inondaient de mélodies. En ce moment, je levai les yeux, ceux du comte étaient fixés de mon côté. Je baissai rapidement la tête, il était trop tard. Je cessai de voir ses yeux, mais je sentis son regard peser sur moi. Le sang se porta rapidement à mon visage, et un tremblement involontaire me saisit. Bientôt Liszt se leva, j'entendis le bruit des personnes qui se pressaient autour de lui pour le féliciter. J'espérai que dans ce mouvement le comte avait quitté sa place. En effet, je me hasardai à relever la tête. Il n'était plus contre la porte. Je respirai, mais je me gardai de pousser la recherche plus loin. Je craignais de retrouver son regard. J'aimais mieux ignorer qu'il fût là. Au bout d'un instant, le silence se rétablit. Une nouvelle personne s'était mise au piano. J'entendis aux chutes prolongées jusque dans les salles attenantes que la curiosité était vivement excitée, mais je n'osais lever les yeux. Une gamme mordante courut sur les touches, un prélude large et triste lui succéda. Puis une voix vibrante, sonore et profonde fit entendre ces mots sur une mélodie de Schubert. J'ai tout étudié, philosophie, droit et médecine. J'ai fouillé dans le cœur des hommes. Je suis descendu dans les entrailles de la terre. J'ai attaché à mon esprit les ailes de l'aigle pour planer au-dessus des nuages. Où m'a conduit cette longue étude? Au doute et au découragement. Je n'ai plus, il est vrai, ni illusion ni scrupule. Je ne crains ni Dieu ni Satan. Mais j'ai payé ces avantages au prix de toutes les joies de la vie. Au premier mot, j'avais reconnu la voix du comte Horace. On devine donc facilement quelle singulière impression dut refaire sur moi ces paroles de Faust dans la bouche de celui qui les chantait. L'effet fut général au reste. Un moment de silence profond succéda à la dernière note, qui s'envola plaintive comme une âme en détresse. Puis des applaudissements frénétiques partirent de tous côtés. Je me hasardai alors à regarder le comte. Pour tous, peut-être, sa figure était calme et impassible. Mais pour moi, le léger froncement de sa bouche indiquait clairement cette agitation fiévreuse dont un des accès l'avait pris pendant sa visite au château. Madame M s'approcha de lui pour le féliciter à son tour. Alors son visage prit l'aspect souriant et insoucieux que commandent aux esprits les plus préoccupés les convenances du monde. Le comte Horace lui offrit le bras et ne fut plus qu'un homme comme tous les hommes. À la manière dont il la regardait, je jugeai que de son côté il lui faisait des compliments sur sa toilette. Tout en causant avec elle, il jeta rapidement de mon côté un regard qui rencontra le mien. Je fus sur le point de laisser échapper un cri. J'avais en quelque sorte été surprise.
Il vit sans doute ma détresse et en eut pitié, car il entraîna madame M dans la salle voisine et disparut avec elle. Au même moment, les musiciens donnèrent de nouveau le signal de la contredanse. Le premier inscrit de mes danseurs s'élança vers moi. Je pris machinalement sa main et je me laissai conduire à la place qu'il voulut. Je dansai. Voilà tout ce dont je me souviens. Puis 2 ou 3 contredanses se suivirent, pendant lesquelles je repris un peu de calme. Enfin, une nouvelle pause destinée à un nouvel intermède musical leur succéda. Madame M s'avança vers moi. Elle venait me prier de faire ma partie dans le duo du premier acte de Don Juan. Je refusai d'abord, car je me voyais incapable en ce moment, toute timidité naturelle à part, d'articuler une note. Ma mère vit ce débat, et avec son amour-propre de mère, vint se joindre à la comtesse qui s'offrait pour accompagner. J'eus peur, si je continuais à résister, que ma mère ne se doutât de quelque chose. J'avais chanté si souvent ce duo que je ne pouvais opposer une bonne raison à leurs instances. Je finis donc par céder. La comtesse M me prit par la main et me conduisit au piano où elle s'assit. J'étais derrière sa chaise, debout, et les yeux baissés, sans oser regarder autour de moi, de peur de retrouver encore ce regard qui me suivait partout. Un jeune homme vint se placer de l'autre côté de la comtesse. Je me hasardai à lever les yeux sur mon partenaire. Un frisson me courut par tout le corps. C'était le comte Horace qui chantait le rôle de Don Juan. Vous comprendrez quelle fut mon émotion. Cependant, il était trop tard pour me retirer, tous les yeux étaient fixés sur nous. Madame M préludait. Le comte commença. C'était une autre voix, c'était un autre homme qui chantait. Et lorsqu'il commença « La ci darem la mano », je tressaillis, espérant que je m'étais trompé, et ne pouvant pas croire que la voix puissante qui venait de nous faire frémir avec la mélodie de Schubert pouvait se plier à des intonations d'une gaieté si fine et si gracieuse. Aussi, dès la première phrase, un murmure d'applaudissements courut-il par toute la salle. Il est vrai que lorsqu'à mon tour je dis en tremblant « Vorrei e non vorrei mi trema un poco il cor », il y avait dans ma voix une telle expression de crainte que les applaudissements contenus éclatèrent. Puis on fit tout à coup un silence profond pour nous écouter. Je ne puis vous dire ce qu'il y avait d'amour dans la voix du comte, lorsqu'il reprit « Vieni, mi bel deletto », et ce qu'il mit de séduction et de promesse dans cette phrase « Io cangiero tua sorte ». Tout cela était si applicable à moi, ce duo semblait si bien choisi pour la situation de mon cœur, qu'effectivement je me sentis prête à m'évanouir, en disant « Presto non son più forte ». Certes, la musique avait ici changé d'expression. Au lieu de la plainte coquette de Zerline, c'était le cri de la détresse la plus profonde. En ce moment, je sentis que le comte s'était rapproché de mon côté. Sa main toucha ma main pendante près de moi, un voile de flamme s'abaissa sur mes yeux, je saisis la chaise de la comtesse M et je m'y cramponnai. Grâce à ce soutien, je parvins à me tenir debout. Mais lorsque nous reprîmes ensemble « Andiamo, andiam mio bene », je sentis son haleine passer dans mes cheveux, son souffle courir sur mes épaules. Un frisson me passa par les veines. Je jetai en prononçant le mot amor un cri dans lequel s'épuisèrent toutes mes forces, et je m'évanouis. Ma mère s'élança vers moi, mais elle serait arrivée trop tard si la comtesse M ne m'avait reçu dans ses bras. Mon évanouissement fut attribué à la chaleur. On me transporta dans une chambre voisine, des selles qu'on me fit respirer, une fenêtre qu'on ouvrit, quelques gouttes d'eau qu'on me jeta au visage me rappelèrent à moi. Madame M insista pour me faire rentrer au bal, mais je ne voulus entendre à rien. Ma mère, inquiète elle-même, fut cette fois de mon avis. On fit avancer la voiture et nous rentrâmes à l'hôtel. Je me retirai aussitôt dans ma chambre. En ôtant mon gant, je vis tomber un papier qui y avait été glissé pendant mon évanouissement. Je le ramassai et je lus ces mots écrits au crayon. « Vous m'aimez. Merci. Merci. »
Chapitre 9. Je passai une nuit affreuse, une nuit de sanglots et de larmes. Vous ne savez pas, vous autres hommes, vous ne saurez jamais quelles angoisses sont celles d'une jeune fille élevée sous l'œil de sa mère, dont le cœur, pur comme une glace, n'a encore été terni par aucune haleine, dont la bouche n'a jamais prononcé le mot amour, et qui se voit tout à coup, comme un pauvre oiseau sans défense, prise et enveloppée dans une volonté plus puissante que sa résistance, qui sent une main qui l'entraîne, si fort qu'elle se raidisse contre elle, et qui entend une voix qui lui dit « Vous m'aimez », avant qu'elle n'ait dit « Je vous aime ». Oh, je vous le jure, je ne sais comment il se fit que je ne devins pas folle pendant cette nuit. Je me crus perdue. Je me répétais tout bas et incessamment « Je l'aime », et cela avec une terreur si profonde qu'aujourd'hui encore je ne sais si je n'étais pas en proie à un sentiment tout à fait contraire à celui que je croyais ressentir. Cependant, il était probable que toutes ces émotions que j'avais éprouvées étaient des preuves d'amour, puisque le comte, à qui aucune d'elles n'était échappée, les interprétait ainsi. Quant à moi, c'étaient les premières sensations de ce genre que je ressentais. On m'avait dit que l'on ne devait craindre ou haïr que ceux qui vous ont fait du mal. Je ne pouvais alors ni haïr ni craindre le comte, et si le sentiment que j'éprouvais pour lui n'était ni de la haine ni de la crainte, ce devait donc être de l'amour. Le lendemain matin, au moment où nous nous mettions à table pour déjeuner, on apporta à ma mère 2 cartes du comte Horace de Bezeval. Il avait envoyé s'informer de ma santé et demandait si mon indisposition avait eu des suites. Cette démarche, toute matinale qu'elle était, parut à ma mère une simple manifestation de politesse. Le comte chantait avec moi lorsque l'accident m'était arrivé. Cette circonstance excusait son empressement. Ma mère s'aperçut alors seulement combien je paraissais fatiguée et souffrante. Elle s'en inquiéta d'abord, mais je la rassurai en lui disant que je n'éprouvais aucune douleur et que d'ailleurs l'air et la tranquillité de la campagne me remettraient si elle voulait que nous y retournassions. Ma mère n'avait qu'une volonté, c'était la mienne. Elle ordonna que l'on mît les chevaux à la voiture. Vers les 2 heures, nous partîmes. Je fuyais Paris avec l'empressement que 4 jours auparavant j'avais mis à fuir la campagne, car ma première pensée en voyant les cartes du comte avait été qu'aussitôt que l'heure où l'on est visible serait arrivée, il se présenterait en personne. Or je voulais le fuir, je voulais ne plus le revoir. Après l'idée qu'il avait prise de moi, après la lettre qu'il m'avait écrite, il me semblait que je mourrais de honte en me retrouvant avec lui. Toutes ces pensées qui se heurtaient dans ma tête faisaient passer sur mes joues des rougeurs si subites et si ardentes que ma mère crut que je manquais d'air dans cette voiture fermée et ordonna au cocher d'arrêter afin que le domestique pût abaisser la couverture de la calèche. On était au dernier jour de septembre, c'est-à-dire au plus doux moment de l'année. Les feuilles de certains arbres commençaient à rougir dans les bois. Il y a quelque chose du printemps dans l'automne, et les derniers parfums de l'année ressemblent parfois à ses premières émanations. L'air, le spectacle de la nature, tous ces bruits de la forêt qui n'en forment qu'un, prolongés, mélancoliques, indéfinissables, commençaient à distraire mon esprit lorsque tout à coup, à l'un des détours de la route, j'aperçus devant nous un cavalier. Quoiqu'il fût encore à une grande distance, je saisis le bras de ma mère dans l'intention de lui dire de retourner vers Paris, car j'avais reconnu le comte, mais je m'arrêtai aussitôt. Quel prétexte donner à ce changement de volonté, qui paraîtrait un caprice sans raison aucune? Je rassemblai donc tout mon courage. Le cavalier allait au pas, aussi le rejoignîmes-nous bientôt. Comme je l'ai dit, c'était le comte. À peine nous eut-il reconnus qu'il s'approcha de nous, s'excusa d'avoir envoyé de si bonne heure pour savoir de mes nouvelles, mais devant partir dans la journée pour la campagne de M. de Lucienne, où il allait passer quelques jours, il n'avait pas voulu quitter Paris avec l'inquiétude où il était. Si l'heure eût été convenable, il se serait présenté lui-même. Je balbutiai quelques mots, ma mère le remercia. Nous aussi nous retournions à la campagne, lui dit-elle, pour le reste de la saison. Alors vous me permettrez de vous servir d'escorte jusqu'au château, répondit le comte. Ma mère s'inclina en souriant. La chose était toute simple. Notre maison de campagne était de 3 lieues plus rapprochée que celle de M. de Lucienne, et la même route conduisait à toutes deux.
Le comte continua donc de galoper près de nous pendant les 5 lieues qu'il nous restait à faire. La rapidité de notre course, la difficulté de se tenir près de la portière, fit que nous n'échangeâmes que quelques paroles. Arrivé au château, il sauta à bas de son cheval, aida ma mère à descendre, puis m'offrit sa main à mon tour. Je ne pouvais refuser. Je tendis la mienne en tremblant. Il la prit sans vivacité, sans affectation, comme il eût pris celle de tout autre. Mais je sentis qu'il y glissait un billet. Avant que je n'aie pu dire un mot, ni faire un mouvement, le comte s'était retourné vers ma mère et la saluait. Puis il remonta à cheval, résistant aux instances qu'elle lui faisait pour qu'il se reposât un instant. Alors, reprenant le chemin de Lucienne, où il était attendu, disait-il, il disparut au bout de quelques secondes. J'étais resté immobile à la même place. Mes doigts crispés retenaient le billet, que je n'osais laisser tomber, et que cependant j'étais bien résolu à ne pas lire. Ma mère m'appela, je la suivis. Que faire de ce billet? Je n'avais pas de feu pour le brûler. Le déchirer, on en pouvait trouver les morceaux. Je le cachai dans la ceinture de ma robe. Je ne connais pas de supplice pareil à celui que j'éprouvai jusqu'au moment où je rentrai dans ma chambre. Ce billet me brûlait la poitrine. Il semblait qu'une puissance surnaturelle rendait chacune de ces lignes lisibles pour mon cœur, qui le touchait presque. Ce papier avait une vertu magnétique. Certes, au moment où je l'avais reçu, je l'eusse déchiré, brûlé à l'instant même sans hésitation. Eh bien, lorsque je rentrai chez moi, je n'en eus plus le courage. Je renvoyai ma femme de chambre en lui disant que je me déshabillerais seule. Puis je m'assis sur mon lit, et je restai ainsi 1 heure, immobile et les yeux fixes, le billet froissé dans ma main fermée. Enfin je l'ouvris et je lus. Vous m'aimez, Pauline, car vous me fuyez. Hier vous avez quitté le bal où j'étais, aujourd'hui vous quittez la ville où je suis. Mais tout est inutile. Il y a des destinées qui peuvent ne se rencontrer jamais, mais qui, dès qu'elles se rencontrent, ne doivent plus se séparer. Je ne suis point un homme comme les autres hommes. À l'âge du plaisir, de l'insouciance et de la joie, j'ai beaucoup souffert, beaucoup pensé, beaucoup gémi. J'ai 28 ans. Vous êtes la première femme que j'ai aimée, car je vous aime, Pauline. Grâce à vous, et si Dieu ne brise pas cette dernière espérance de mon cœur, j'oublierai mon passé et j'espérerai dans l'avenir. Le passé est la seule chose pour laquelle Dieu est sans pouvoir et l'amour sans consolation. L'avenir est à Dieu, le présent est à nous, mais le passé est au néant. Si Dieu, qui peut tout, pouvait donner l'oubli du passé, il n'y aurait dans le monde ni blasphémateur, ni matérialiste, ni athée. Maintenant tout est dit, Pauline, car que vous apprendrai-je que vous ne sachiez pas? Que vous dirai-je que vous n'ayez pas deviné? Nous sommes jeunes tous deux, riches tous deux, libres tous deux. Je puis être à vous, vous pouvez être à moi. Un mot de vous, je m'adresse à votre mère, et nous sommes unis. Si ma conduite, comme mon âme, est en dehors des habitudes du monde, pardonnez-moi ce que j'ai d'étrange et acceptez-moi comme je suis. Vous me rendrez meilleur. Si au contraire de ce que j'espère, Pauline, un motif que je ne prévois pas, mais qui cependant peut exister, vous faisait continuer à me fuir comme vous avez essayé de le faire jusqu'à présent, sachez bien que tout serait inutile. Partout je vous suivrai comme je vous ai suivi. Rien ne m'attache à un lieu plutôt qu'à un autre. Tout m'entraîne au contraire où vous êtes. Aller au-devant de vous ou marcher derrière vous sera désormais mon seul but. J'ai perdu bien des années et risqué 100 fois ma vie et mon âme pour arriver à un résultat qui ne me promettrait pas le même bonheur. Adieu, Pauline. Je ne vous menace pas, je vous implore. Je vous aime, vous m'aimez. Ayez pitié de vous et de moi. Il me serait impossible de vous dire ce qui se passa en moi à la lecture de cette étrange lettre. Il me semblait être en proie à un de ces songes terribles où, menacé d'un danger, on tente de fuir. Mais les pieds s'attachent à la terre, l'haleine manque à la poitrine. On veut crier, la voix n'a pas de son. Alors l'excès de la peur brise le sommeil, et l'on se réveille le cœur bondissant et le front mouillé de sueur. Mais là, il n'y avait pas à me réveiller. Ce n'était point un rêve que je faisais, c'était une réalité terrible, qui me saisissait de sa main puissante et qui m'entraînait avec elle. Et cependant, qu'y avait-il de nouveau dans ma vie? Un homme y avait passé, et voilà tout. À peine si avec cet homme j'avais échangé un regard et une parole.
Quel droit se croyait-il donc de garrotter comme il faisait ma destinée à la sienne, et de me parler presque en maître lorsque je ne lui avais pas même accordé les droits d'un ami? Cet homme, je pouvais demain ne plus le regarder, ne plus lui parler, ne plus le connaître. Mais non, je ne pouvais rien. J'étais faible, j'étais femme, je l'aimais. En savais-je quelque chose au reste? Ce sentiment que j'éprouvais était-ce de l'amour? L'amour entre-t-il dans le cœur précédé d'une terreur aussi profonde? Jeune et ignorante comme je l'étais, savais-je moi-même ce que c'était que l'amour? Cette lettre fatale, pourquoi ne l'avais-je pas brûlée avant de la lire? N'avais-je pas donné au comte le droit de croire que je l'aimais en la recevant? Mais aussi, que pouvais-je faire? Un éclat devant des valets, des domestiques? Non. Mais la remettre à ma mère, lui tout dire, lui tout avouer. Lui avouer quoi? Des terreurs d'enfant, et voilà tout. Puis ma mère, qu'eût-elle pensé à la lecture d'une pareille lettre? Elle aurait cru que d'un mot, d'un geste, d'un regard, j'avais encouragé le comte. Sans cela, de quel droit me dirait-il que je l'aimais? Non, je n'oserais jamais rien dire à ma mère. Mais cette lettre, il fallait la brûler d'abord et avant tout. Je l'approchai de la bougie, elle s'enflamma, et ainsi que tout ce qui a existé et qui n'existe plus, elle ne fut bientôt qu'un peu de cendre. Puis je me déshabillai promptement, je me hâtai de me mettre au lit, et je soufflai aussitôt mes lumières afin de me dérober à moi-même et de me cacher dans la nuit. Oh, comme malgré l'obscurité je fermais les yeux, comme j'appuyais mes mains sur mon front, et comme malgré ce double voile je revis tout. Cette lettre fatale était écrite sur les murs de la chambre. Je ne l'avais lue qu'une fois, et cependant elle s'était si profondément gravée dans ma mémoire que chaque ligne, tracée par une main invisible, semblait paraître à mesure que la ligne précédente s'effaçait. Et je lus et relus ainsi cette lettre 10 fois, 20 fois, toute la nuit. Oh, je vous assure qu'entre cet état et la folie il y avait une barrière bien étroite à franchir, un voile bien faible à déchirer. Enfin au jour je m'endormis, écrasé de fatigue. Lorsque je me réveillai, il était déjà tard. Ma femme de chambre m'annonça que madame de Lucienne et sa fille étaient au château. Alors une idée subite m'illumina. Je devais tout dire à madame de Lucienne. Elle avait toujours été parfaite pour moi. C'était chez elle que j'avais vu le comte Horace. Le comte Horace était l'ami de son fils. C'était la confidente la plus convenable pour un secret comme le mien. Dieu me l'envoyait. En ce moment la porte de ma chambre s'ouvrit et madame de Lucienne parut. Oh, alors je crus vraiment à cette mission. Je me soulevai sur mon lit et je lui tendis les bras en sanglotant. Elle vint s'asseoir près de moi. « Allons, enfant, me dit-elle après un instant, et en écartant mes mains dont je me voilais le visage. Voyons, qu'avons-nous? Oh, je suis bien malheureuse, m'écriai-je. Les malheurs de ton âge, mon enfant, sont comme les orages du printemps. Ils passent vite et font le ciel plus pur. Oh, si vous saviez! Je sais tout, me dit madame de Lucienne. Qui vous l'a dit? Lui? Il vous a dit que je l'aimais? Il m'a dit qu'il avait cet espoir, du moins. Se trompe-t-il? Je ne sais moi-même. Je ne connaissais de l'amour que le nom. Comment voulez-vous que je voie clair dans mon cœur, et qu'au milieu du trouble que j'éprouve, j'analyse le sentiment qui l'a causé? Allons, allons, je vois qu'Horace y lit mieux que vous. Je me mis à pleurer. Eh bien, continua madame de Lucienne, il n'y a pas là-dedans une grande cause de larmes, ce me semble. Voyons, causons raisonnablement. Le comte Horace est jeune, beau, riche. Voilà plus qu'il n'en faut pour excuser le sentiment qui vous inspire. Le comte Horace est libre, vous avez 18 ans, ce serait une union convenable sous tous les rapports. Oh, madame! C'est bien, n'en parlons plus. J'ai appris tout ce que je voulais savoir. Je redescends près de madame de Meulian, et je vous envoie Lucie. Oh, mais pas un mot, n'est-ce pas? Soyez tranquille, je sais ce qui me reste à faire. Au revoir, cher enfant. Allons, essuyez ces beaux yeux et embrassez-moi. Je me jetai une seconde fois à son cou. 5 minutes après, Lucie entra. Je m'habillai et nous descendîmes. Je trouvai ma mère sérieuse, mais plus tendre encore que d'ordinaire. Plusieurs fois pendant le déjeuner, elle me regarda avec un sentiment de tristesse inquiète, et à chaque fois je sentis la rougeur de la honte me monter au visage. À 4 heures, madame de Lucienne et sa fille nous quittèrent. Ma mère fut la même avec moi qu'elle avait coutume d'être. Pas un mot sur la visite de madame de Lucienne et le motif qui l'avait amenée ne fut prononcé. Le soir, comme de coutume, j'allai, avant de me retirer dans ma chambre, embrasser ma mère. En approchant mes lèvres de son front,
J'aperçus que ses larmes coulaient. Alors je tombai à genoux devant elle en me cachant la tête dans sa poitrine. En voyant ce mouvement, elle devina le sentiment qui me le dictait, et abaissant ses deux mains sur mes épaules et me serrant contre elle, « Sois heureuse, ma fille, dit-elle, c'est tout ce que je demande à Dieu. » Le surlendemain, madame de Lucienne demanda officiellement ma main à ma mère. 6 semaines après, j'épousai le comte Horace. Chapitre 13. Lorsque je revins à moi, j'étais dans le caveau. Le comte, guidé par le cri que j'avais poussé et par le bruit de ma chute, m'avait sans doute trouvé dans le laboratoire et, profitant de mon évanouissement, qui avait duré plusieurs heures, m'avait transporté dans cette tombe. Il y avait près de moi, sur une pierre, une lampe, un verre, une lettre. Le verre contenait du poison. Quant à la lettre, je vais vous la dire. « Hésitez-vous à me la montrer, m'écriai-je, et n'êtes-vous confiante qu'à demi ?»« Je l'ai brûlée, me répondit Pauline, mais soyez tranquille, je n'en ai pas oublié une parole. »« Vous avez voulu que la carrière du crime fût complète pour moi, Pauline. Vous avez tout vu, tout entendu. Je n'ai donc plus rien à vous apprendre. Vous savez qui je suis, ou plutôt ce que je suis. Si le secret que vous avez surpris était à moi seul, si nulle autre vie que la mienne n'était en jeu, je la risquerais plutôt que de faire tomber un seul cheveu de votre tête. Je vous le jure, Pauline. Mais une indiscrétion involontaire, un signe d'effroi arraché à votre souvenir, un mot échappé dans vos rêves, peut conduire à l'échafaud non seulement moi, mais encore 2 autres hommes. Votre mort assure 3 existences. Il faut donc que vous mouriez. J'ai eu un instant l'idée de vous tuer pendant que vous étiez évanouie, mais je n'en ai pas eu le courage, car vous êtes la seule femme que j'ai aimée, Pauline. Si vous aviez suivi mon conseil, ou plutôt obéi à mes ordres, vous seriez à cette heure près de votre mère. Vous êtes venue malgré moi. Ne vous en prenez donc qu'à vous de votre destinée. Vous vous réveillerez dans un caveau où nul n'est descendu depuis 20 ans, et dans lequel d'ici à 20 ans peut-être nul ne descendra encore. N'ayez donc aucun espoir de secours, car il serait inutile. Vous trouverez du poison près de cette lettre. Tout ce que je puis faire pour vous est de vous offrir une mort prompte et douce, au lieu d'une agonie lente et douloureuse. Dans l'un ou l'autre cas, et quelque parti que vous preniez, à compter de cette heure vous êtes morte. Personne ne vous a entendu, personne ne vous connaît. Cette femme que j'ai tuée pour mettre Max et Henri d'accord sera ensevelie à votre place, ramenée à Paris dans les caveaux de votre famille, et votre mère pleurera sur elle, croyant pleurer sur son enfant. Adieu, Pauline, je ne vous demande ni oubli ni miséricorde. Il y a longtemps que je suis maudit, et votre pardon ne me sauverait pas. C'est atroce, m'écriai-je. Oh mon Dieu, que vous avez dû souffrir. Oui. Aussi, tout ce qui me resterait à vous raconter ne serait que mon agonie. Ainsi donc, n'importe, m'écriai-je en l'interrompant, n'importe, dites-la. Je lus cette lettre 2 ou 3 fois. Je ne pouvais pas me convaincre moi-même de sa réalité. Il y a des choses contre lesquelles la raison se révolte. On les a devant soi, sous la main, sous les yeux, on les regarde, on les touche, et l'on n'y croit pas. J'allai en silence à la grille, elle était fermée. Je fis 2 ou 3 fois en silence le tour de mon caveau, frappant ces murs humides de mon poing incrédule. Puis je revins m'asseoir en silence dans un angle de mon tombeau. J'étais bien enfermé. À la lueur de la lampe, je voyais bien la lettre et le poison. Cependant, je doutais encore.
Je disais, comme on se le dit quelquefois en songe, je dors, je vais m'éveiller. Je restai ainsi assise et immobile jusqu'au moment où ma lampe se mit à pétiller. Alors une idée affreuse, qui ne m'était pas venue jusque-là, me vint tout à coup. C'est qu'elle allait s'éteindre. Je jetai un cri de terreur et m'élançai vers elle. L'huile était presque épuisée. J'allais faire dans l'obscurité mon apprentissage de la mort. Oh, que n'aurais-je pas donné pour avoir de l'huile à verser dans cette lampe! Si j'avais pu l'alimenter de mon sang, je me serais ouvert les veines avec mes dents. Elle pétillait toujours. À chaque pétillement sa lumière était moins vive, et le cercle de ténèbres, qu'elle avait éloigné lorsqu'elle brillait dans toute sa force, se rapprochait graduellement de moi. J'étais près d'elle, à genoux, les mains jointes. Je ne pensais pas à prier Dieu, je la priais, elle. Enfin, elle commença de lutter contre l'obscurité, comme j'allais bientôt moi-même commencer de lutter contre la mort. Peut-être l'animais-je de mes propres sentiments, mais il me semblait qu'elle se cramponnait à la vie et qu'elle tremblait de laisser éteindre ce feu qui était son âme. Bientôt l'agonie arriva pour elle avec toutes ses phases. Elle eut des lueurs brillantes, comme un moribond a des retours de force. Elle jeta des clartés plus lointaines qu'elle n'avait jamais fait, comme au milieu de son délire l'esprit fiévreux voit quelquefois au-delà des limites assignées à la vue humaine. Puis la langueur de l'épuisement leur succéda. La flamme vacilla, pareille à ce dernier souffle qui tremble aux lèvres d'un mourant. Enfin elle s'éteignit, emportant avec elle la clarté, qui est la moitié de la vie. Je retombai dans l'angle de mon cachot. À compter de ce moment, je ne doutais plus, car, chose étrange, c'était depuis que j'avais cessé de voir la lettre et le poison que j'étais bien certaine qu'ils étaient là. Tant que j'avais vu clair, je n'avais point fait attention au silence. Dès que la lumière fut éteinte, il pesa sur mon cœur de tout le poids de l'obscurité. Au reste, il avait quelque chose de si funèbre et de si profond qu'eussé-je eu la chance d'être entendu, j'eusse hésité peut-être à crier. Oh, c'était bien un de ces silences mortuaires qui viennent s'asseoir pendant l'éternité sur la pierre des tombes. Une chose bizarre, c'est que l'approche de la mort m'avait presque fait oublier celui qui la causait. Je pensais à ma situation, j'étais absorbé dans ma terreur, mais je puis le dire, et Dieu le sait, si je ne pensais pas à lui pardonner, je ne songeais pas non plus à le maudire. Bientôt je commençai à souffrir de la faim. Un temps que je ne pus calculer s'écoula, pendant lequel probablement le jour s'était éteint et la nuit était venue. Car lorsque le soleil reparut, un rayon qui pénétrait par quelques gerçures du sol vint éclairer la base d'un pilier. Je jetai un cri de joie, comme si ce rayon m'apportait un espoir. Mes yeux se fixèrent sur ce rayon avec tant de persévérance que je finis par distinguer parfaitement tous les objets répandus sur la surface qui l'éclairait. Il y avait quelques pierres, un éclat de bois et une touffe de mousse. En revenant toujours à la même place, il avait fini par tirer de terre cette pauvre et débile végétation. Oh, que n'aurais-je pas donné pour être à la place de cette pierre, de cet éclat de bois et de cette mousse, afin de revoir le ciel encore une fois à travers cette ride de la terre. Je commençai à éprouver une soif ardente et à sentir mes idées se confondre. De temps en temps, des nuages sanglants passaient devant mes yeux, et mes dents se serraient comme dans une crise nerveuse. Cependant, j'avais toujours les yeux fixés sur la lumière. Sans doute elle entrait par une ouverture bien étroite, car lorsque le soleil cessa de l'éclairer en face, le rayon se ternit et devint à peine visible. Cette disparition m'enleva ce qui me restait de courage. Je me tordis de rage et je sanglotai convulsivement. Ma faim s'était changée en une douleur aiguë à l'estomac. La bouche me brûlait. J'éprouvai le désir de mordre. Je mis une tresse de mes cheveux entre mes dents et je la broyai. Bientôt je me sentis prise d'une fièvre sourde, quoique mon pouls battît à peine. Je commençai à penser au poison. Alors je me mis à genoux et je joignis les mains pour prier, mais j'avais oublié mes prières. Impossible de me rappeler autre chose que quelques phrases entrecoupées et sans suite. Les idées les plus opposées se heurtaient à la fois dans mon cerveau. Un motif de musique de la Gazza bourdonnait incessamment à mes oreilles. Je sentais moi-même que j'étais en proie à un commencement de délire. Je me laissai tomber de tout mon long et la face contre terre. Un engourdissement, produit par les émotions et la fatigue que j'avais éprouvées, s'empara de moi. Je m'assoupis sans que le sentiment de ma position cessât de veiller en moi.
Alors commença une série de rêves plus incohérents les uns que les autres. Ce sommeil douloureux, loin de me rendre quelque repos, me brisa. Je me réveillai avec une faim et une soif dévorantes. Alors je pensai une seconde fois au poison qui était là près de moi et qui pouvait me donner une faim douce et rapide. Malgré ma faiblesse, malgré mes hallucinations, malgré cette fièvre sourde qui frémissait dans mes artères, je sentais que la mort était encore loin, qu'il me faudrait l'attendre bien des heures, et que de ces heures les plus cruelles n'étaient point passées. Alors je pris la résolution de revoir une fois encore ce rayon de jour qui, la veille, était venu me visiter, comme un consolateur qui se glisse dans le cachot du prisonnier. Je restai les yeux fixés vers l'endroit où il devait paraître. Cette attente et cette préoccupation calmèrent un peu les souffrances atroces que j'éprouvais. Le rayon désiré parut enfin. Je le vis descendre, pâle et blafard. Ce jour-là, le soleil était voilé sans doute. Alors tout ce qui l'éclairait sur la terre se représentait à moi. Ces arbres, ces prairies, cette eau si belle, Paris que je ne reverrais plus, ma mère que j'avais quittée pour toujours, ma mère qui déjà peut-être avait reçu la nouvelle de ma mort et qui pleurait sa fille vivante. À tous ces aspects et à tous ces souvenirs, mon cœur se gonfla. J'éclatai en sanglots et je fondis en pleurs. C'était la première fois depuis que j'étais dans ce cachot. Peu à peu le paroxysme se calma, mes sanglots s'éteignirent, mes larmes coulèrent silencieuses. Ma résolution était toujours prise de m'empoisonner. Cependant, je souffrais moins. Je restai comme la veille, les yeux sur ce rayon tant qu'il brilla. Puis, comme la veille, je le vis pâlir et disparaître. Je le saluai de la main, et je lui dis adieu de la voix, car j'étais décidé à ne pas le revoir. Alors je me repliai sur moi-même et me concentrai en quelque sorte dans mes dernières et suprêmes pensées. Je n'avais pas fait dans toute ma vie, comme jeune fille ou comme femme, une action mauvaise. Je mourrais sans aucun sentiment de haine, ni sans aucun désir de vengeance. Dieu devait donc m'accueillir comme sa fille. La terre ne pouvait me manquer que pour le ciel. C'était la seule idée consolante qui me restât, je m'y attachai. Bientôt il me sembla que cette idée se répandait non seulement en moi, mais autour de moi. Je commençai d'éprouver cet enthousiasme saint qui fait le courage des martyrs. Je me levai tout debout et la tête vers le ciel, et il me sembla que mes yeux perçaient la voûte, perçaient la terre et arrivaient jusqu'au trône de Dieu. En ce moment mes douleurs mêmes étaient comprimées par l'exaltation religieuse. Je marchai vers la pierre où était posé le poison, comme si je voyais au milieu des ténèbres. Je pris le verre, j'écoutai si je n'entendais aucun bruit, je regardai si je ne voyais aucune lumière, je relus en souvenir cette lettre qui me disait que depuis 20 ans, personne n'était descendu dans ce souterrain, et qu'avant 20 ans peut-être personne n'y descendrait encore. Je me convainquis bien dans mon âme de l'impossibilité où j'étais d'échapper aux souffrances qui me restaient à endurer. Je pris le verre de poison, je le portai à mes lèvres et je le bus, en mêlant ensemble, dans un dernier murmure de regret et d'espérance, le nom de ma mère que j'allais quitter et celui de Dieu que j'allais voir. Puis je retombai dans l'angle de mon caveau. Ma vision céleste s'était éteinte, le voile de la mort s'étendait entre elle et moi, les douleurs de la faim et de la soif avaient reparu, à ces douleurs allaient se joindre celles du poison. J'attendais avec anxiété cette sueur de glace qui devait m'annoncer ma dernière agonie. Tout à coup j'entendis mon nom. Je rouvris les yeux et je vis de la lumière. Vous étiez là, debout à la grille de ma tombe. Vous, c'est-à-dire le jour, la vie, la liberté. Je jetai un cri et je m'élançai vers vous. Vous savez le reste. Et maintenant, continua Pauline, je vous rappelle sur votre honneur le serment que vous m'avez fait de ne rien révéler de ce terrible drame tant que vivra encore un des 3 principaux acteurs qui y ont joué un rôle. Je le lui renouvelai.
Chapitre 14. La confidence que m'avait faite Pauline me rendait sa position plus sacrée encore. Je sentis dès lors toute l'étendue que devait acquérir ce dévouement dont mon amour pour elle me faisait un bonheur. Mais en même temps je compris quelle indélicatesse il y aurait de ma part à lui parler de cet amour autrement que par des soins plus empressés et des attentions plus respectueuses. Le plan convenu entre nous fut adopté. Elle passa pour ma sœur et m'appela son frère. Cependant j'obtins d'elle, en lui faisant comprendre la possibilité d'être reconnue par quelques personnes qui l'auraient rencontrée dans les salons de Paris, qu'elle renonçât à l'idée de donner des leçons de langue et de musique. Quant à moi, j'écrivis à ma mère et à ma sœur que je comptais rester pendant 1 an ou 2 en Angleterre. Pauline éleva encore quelques difficultés lorsque je lui fis part de cette décision. Mais elle vit qu'il y avait pour moi un tel bonheur à l'accomplir qu'elle n'eut plus le courage de m'en parler et que cette résolution prit d'entre nous force de choses convenues. Pauline avait hésité longtemps pour décider si elle révélerait ou ne révélerait pas son secret à sa mère, et si, morte pour tout le monde, elle serait vivante pour celle à qui elle devait la vie. Moi-même je l'avais pressée de prendre ce parti, faiblement il est vrai, car il m'enlevait à moi cette position de protecteur qui me rendait si heureux à défaut d'un autre titre. Mais Pauline, après y avoir réfléchi, avait repoussé à mon grand étonnement cette consolation, et quelques instances que je lui eusse faites pour connaître le motif de son refus, elle avait refusé de me le révéler, prétendant qu'il m'affligerait. Cependant nos journées passaient ainsi, pour elle dans une mélancolie qui semblait parfois n'être point sans charme, pour moi dans l'espérance, sinon dans le bonheur, car je la voyais de jour en jour se rapprocher de moi par tous les petits contacts du cœur, et sans s'en apercevoir elle-même, elle me donnait des preuves lentes mais visibles du changement qui s'opérait en elle. Si nous travaillions l'un et l'autre, elle à quelque ouvrage de broderie, moi à un dessin ou à une aquarelle, il m'arrivait souvent, en levant les yeux vers elle, de trouver les siens fixés sur moi. Si nous sortions ensemble, l'appui qu'elle me demandait d'abord était celui d'une étrangère à un étranger. Puis, au bout de quelque temps, soit faiblesse, soit abandon, je la sentais peser mollement à mon bras. Si je sortais seule, presque toujours en tournant le coin de la rue Saint-James, je l'apercevais de loin à la fenêtre, regardant du côté où elle savait que je devais venir. Tous ces signes, qui pouvaient simplement être ceux d'une familiarité plus grande et d'une reconnaissance plus continuelle, m'apparaissaient à moi comme des révélations d'une félicité à venir. Je lui savais gré de chacun d'eux, et je l'en remerciais intérieurement car je craignais, si je le faisais tout haut, de lui faire apercevoir à elle-même que son cœur prenait peu à peu l'habitude d'une amitié plus que fraternelle. J'avais fait usage de mes lettres de recommandation, et tout isolés que nous vivions, nous recevions parfois quelques visites, car nous devions fuir à la fois et le tumulte du monde et l'affectation de la solitude. Parmi nos connaissances les plus habituelles était un jeune médecin qui avait acquis, depuis 3 ou 4 ans, à Londres, une grande réputation pour ses études profondes de certaines maladies organiques. Chaque fois qu'il venait nous voir, il regardait Pauline avec une attention sérieuse qui, après son départ, me laissait toujours quelques inquiétudes. En effet, ces belles et fraîches couleurs de la jeunesse dont j'avais vu son teint autrefois si riche, et dont j'avais d'abord attribué l'absence à la douleur et à la fatigue, n'avaient point reparu depuis la nuit où je l'avais trouvée mourante dans ce caveau. Ou si quelque teinte revenait colorer momentanément ses joues, c'était pour leur donner, tant qu'elle y demeurait, un aspect fébrile plus inquiétant que la pâleur elle-même. Il arrivait aussi parfois que tout à coup, sans cause comme sans régularité, elle éprouvait des spasmes qui la conduisaient à des évanouissements, et que, pendant les jours qui suivaient ces accidents, une mélancolie plus profonde s'emparait d'elle. Enfin, ils se renouvelèrent avec une telle fréquence et une gravité si visiblement croissante qu'un jour que le docteur Cersei était venu nous faire une de ses visites habituelles, je l'arrachai aux préoccupations qu'éveillait toujours en lui la vue de Pauline, et, lui prenant le bras, je descendis avec lui dans le jardin. Nous fîmes plusieurs fois sans parler le tour de la petite pelouse. Puis enfin nous vînmes nous asseoir sur le banc où Pauline m'avait raconté cette terrible histoire. Là nous restâmes un moment pensifs.
Enfin, j'allais rompre le silence lorsque le docteur me prévint. « Vous êtes inquiet sur la santé de votre sœur, me dit-il. »« Je l'avoue, répondis-je, et vous-même m'avez laissé apercevoir des craintes qui augmentent les miennes. »« Et vous avez raison, continua le docteur. Elle est menacée d'une maladie chronique de l'estomac. A-t-elle éprouvé quelque accident qui ait pu altérer cet organe? Elle a été empoisonnée. » Le docteur réfléchit un instant. « Oui, c'est bien cela, me dit-il, je ne m'étais point trompé. Je vous prescrirai un régime qu'elle suivra avec une grande exactitude. Quant au côté moral du traitement, il dépend de vous. Procurez à votre sœur le plus de distraction possible. Peut-être est-elle prise de la maladie du pays, et un voyage en France lui ferait-il du bien? Elle ne veut pas y retourner. Eh bien, une course en Écosse, en Irlande, en Italie, partout où elle voudra, mais je crois la chose nécessaire. » Je serrai la main du docteur et nous rentrâmes. Quant à l'ordonnance, il devait me l'envoyer à moi-même. Je comptais, pour ne pas inquiéter Pauline, substituer sans rien dire le régime qui lui serait prescrit à notre manière de vivre ordinaire. Mais cette précaution fut inutile. À peine le docteur nous eut-il quittés que Pauline me prit la main. « Il vous a tout avoué, n'est-ce pas ?» me dit-elle. Je fis semblant de ne pas comprendre. Elle sourit tristement. « Eh bien, continua-t-elle, voilà pourquoi je n'ai pas voulu écrire à ma mère. À quoi bon lui rendre son enfant pour qu'un an ou deux après la mort vienne la lui reprendre? C'est bien assez de pleurer une fois ce qu'on aime. » « Mais, lui dis-je, vous vous abusez étrangement sur votre état. C'est une indisposition, et voilà tout. »« Oh, c'est plus sérieux que cela, répondit Pauline avec son même sourire doux et triste. Et je sens que le poison a laissé des traces de son passage et que je suis atteinte gravement. Mais écoutez-moi, je ne me refuse pas à espérer. Je ne demande pas mieux que de vivre. Sauvez-moi une seconde fois, Alfred. Que voulez-vous que je fasse? Que vous suiviez les prescriptions du docteur. Elles sont faciles. Un régime simple mais continu, de la distraction, des voyages. Où voulez-vous que nous allions? Je suis prête à partir. Choisissez vous-même le pays qui vous est le plus sympathique. L'Écosse, si vous voulez, puisque la moitié de la route est faite. L'Écosse, soit. Je fis aussitôt mes préparatifs de départ, et 3 jours après nous quittâmes Londres. Nous nous arrêtâmes un instant sur les bords de la Tweed pour la saluer de cette belle imprécation que Schiller met dans la bouche de Mary Stuart. La nature jeta les Anglais et les Écossais sur une planche étendue au milieu de l'océan. Elle la sépara en 2 parties inégales et voua ses habitants au combat éternel de sa possession. Le lit étroit de la Tweed sépare seul les esprits irrités, et bien souvent le sang des 2 peuples se mêla à ses eaux. La main sur la garde de leur épée, depuis 1000 ans ils se regardent et se menacent, debout sur chaque rive. Jamais ennemi n'opprimera l'Angleterre que l'Écossais n'ait marché avec lui. Jamais guerre civile n'embrasa les villes de l'Écosse sans qu'un Anglais n'ait approché une torche de ses murailles. Et cela durera ainsi, et la haine sera implacable et éternelle jusqu'au jour où un même Parlement unira les 2 ennemis comme 2 sœurs, et où un seul sceptre s'étendra sur l'île tout entière. Nous entrâmes en Écosse. Nous visitâmes, Walter Scott à la main, toute cette terre poétique que, pareil à un magicien qui évoque des fantômes, il a repeuplé de ses antiques habitants, auxquels il a mêlé les originales et gracieuses créations de sa fantaisie. Nous retrouvâmes les sentiers escarpés que suivait sur son bon cheval Gustave, le prudent d'Algetie. Nous côtoyâmes le lac sur lequel glissait la nuit comme une vapeur la dame blanche d'Avenel. Nous allâmes nous asseoir sur les ruines du château de Lochleven à l'heure même où la reine d'Écosse s'en était échappée, et nous cherchâmes sur les bords de la Thé le champ clos où Torquil Duchesne vit tomber ses 7 fils sous l'épée de l'armurier Smith, sans proférer d'autre plainte que ces mots qu'il répéta 7 fois, « Encore un pour Réachard ». Cette excursion sera éternellement pour moi un rêve de bonheur dont jamais n'approcheront les réalités de l'avenir. Pauline avait une de ces organisations impressionnables comme il en faut aux artistes, et sans laquelle un voyage n'est qu'un simple changement de localité, une accélération dans le mouvement habituel de la vie, un moyen de distraire son esprit par la vue même des objets qui devraient l'occuper. Pas un souvenir historique ne lui échappait, pas une poésie de la nature, soit qu'elle se manifestât à nous dans la vapeur du matin ou le crépuscule du soir, n'était perdue pour elle. Quant à moi, j'étais sous l'empire d'un charme. Jamais un seul mot des événements accomplis n'avait été prononcé entre nous
depuis l'heure où elle me les avait racontées. Pour moi, le passé disparaissait parfois comme s'il n'avait jamais existé. Le présent seul qui nous réunissait était tout à mes yeux. Jeté sur une terre étrangère où je n'avais que Pauline, où Pauline n'avait que moi, les liens qui nous unissaient se resserraient chaque jour davantage par l'isolement. Chaque jour je sentais que je faisais un pas dans son cœur, chaque jour un serrement de main, chaque jour un sourire, son bras appuyé sur mon bras, sa tête posée sur mon épaule, était un nouveau droit qu'elle me donnait sans s'en douter pour le lendemain, et plus elle s'abandonnait ainsi, plus, tout en aspirant quelque émanation naïve de son âme, plus je me gardais de lui parler d'amour, de peur qu'elle ne s'aperçût que depuis longtemps nous avions dépassé les limites de l'amitié. Quant à la santé de Pauline, les prévisions du docteur s'étaient réalisées en partie. Cette activité que le changement des lieux et les souvenirs qu'il rappelait entretenaient dans son esprit détournait sa pensée des souvenirs tristes qui l'oppressaient aussitôt qu'aucun objet important ne venait l'en distraire. Elle-même commençait presque à oublier, et à mesure que les abîmes du passé se perdaient dans l'ombre, les sommets de l'avenir se coloraient d'un jour nouveau. Sa vie, qu'elle avait cru bornée aux limites d'un tombeau, commençait à reculer ses horizons moins sombres, et un air de plus en plus respirable venait se mêler à l'atmosphère étouffante au milieu de laquelle elle s'était sentie précipitée. Nous passâmes l'été tout entier en Écosse, puis nous revînmes à Londres. Nous y retrouvâmes notre petite maison de Piccadilly, et ce charme que l'esprit le plus enclin au voyage éprouve dans les premiers moments d'un retour. Je ne sais ce qui se passait dans le cœur de Pauline, mais je sais que, quant à moi, je n'avais jamais été si heureux. Quant au sentiment qui nous unissait, il était pur comme la fraternité. Je n'avais pas depuis un an redit à Pauline que je l'aimais. Depuis un an, Pauline ne m'avait point fait le moindre aveu. Et cependant nous lisions dans le cœur l'un de l'autre comme dans un livre ouvert, et nous n'avions plus rien à nous apprendre. Désirais-je plus que je n'avais obtenu? Je ne sais. Il y avait tant de charme dans ma position que j'aurais peut-être craint qu'un bonheur plus grand ne la précipitât vers quelque dénouement fatal et inconnu. Si je n'étais pas amant, j'étais plus qu'un ami, plus qu'un frère. J'étais l'arbre auquel, pauvre lierre, elle s'abritait. J'étais le fleuve qui emportait sa barque à mon courant. J'étais le soleil d'où lui venait la lumière. Tout ce qui existait d'elle existait par moi. Et probablement le jour n'était pas loin où ce qui existait par moi existerait aussi pour moi. Nous en étions là de notre vie nouvelle, lorsqu'un jour je reçus une lettre de ma mère. Elle m'annonçait qu'il se présentait pour ma sœur un parti, non seulement convenable, mais avantageux. Le comte Horace de Bezeval, qui joignait à sa propre fortune 25 000 livres de rente qu'il avait hérité de sa première femme, mademoiselle Pauline de Melien, demandait Gabriel en mariage. Heureusement, j'étais seule lorsque j'ouvris cette lettre, car ma stupéfaction m'eût trahi. Cette nouvelle que je recevais n'était-elle pas bien étrange, en effet, et quelque nouveau mystère de la Providence ne se cachait-il pas dans cette bizarre prédestination qui conduisait le comte Horace en face du seul homme dont il fût connu? Quelque empire que je fusse parvenue à prendre sur moi-même, Pauline ne s'en aperçut pas moins en rentrant qu'il m'était arrivé pendant son absence quelque chose d'extraordinaire. Au reste, je n'eus pas de peine à lui donner le change, et dès que je lui eus dit que des affaires de famille me forçaient de faire un voyage en France, elle attribua tout naturellement au chagrin de nous séparer l'abattement dans lequel elle me retrouvait. Elle-même pâlit et fut forcée de s'asseoir. C'était la première fois que nous nous éloignions l'un de l'autre depuis près d'un an que je l'avais sauvée. Puis il y a entre cœurs qui s'aiment, au moment d'une séparation, quoiqu'en apparence courte et sans danger, de ces pressentiments intimes qui nous la font inquiétante et douloureuse, quelque chose que la raison dise pour nous rassurer. Je n'avais pas une minute à perdre. J'avais donc décidé que je partirais le lendemain. Je montai chez moi pour faire quelques préparatifs indispensables. Pauline descendit au jardin où j'allais la rejoindre aussitôt que ses apprêts furent terminés. Je la vis assise sur le banc où elle m'avait raconté sa vie. Depuis ce temps, je l'ai dit, comme si elle eût été réellement endormie dans les bras de la mort, ainsi qu'on le croyait, aucun écho de la France n'était venu la réveiller. Mais peut-être approchait-elle du terme de cette tranquillité, et l'avenir pour elle allait-il douloureusement se rattacher à ce passé que tous mes efforts avaient eu pour but de lui faire oublier. Je la trouvais triste et rêveuse.
Je vins m'asseoir à son côté. Ses premiers mots m'apprirent la cause de sa préoccupation. « Ainsi vous partez, me dit-elle. Il le faut, Pauline, répondis-je d'une voix que je cherchais à rendre calme. Vous savez mieux que personne qu'il y a des événements qui disposent de nous et qui nous enlèvent au lieu que nous voudrions ne pas quitter d'une heure, comme le vent fait d'une feuille. Le bonheur de ma mère, de ma sœur, le mien même, dont je ne vous parlerai pas s'il était le seul compromis, dépendent de ma promptitude à faire ce voyage. Allez donc, reprit Pauline tristement, allez puisqu'il le faut. Mais n'oubliez pas que vous avez en Angleterre aussi une sœur qui n'a pas de mère, dont le seul bonheur dépend désormais de vous, et qui voudrait pouvoir quelque chose pour le vôtre. « Oh, Pauline, m'écriai-je en la pressant dans mes bras, dites-moi, doutez-vous un instant de mon amour? Croyez-vous que je ne m'éloigne pas le cœur brisé? Croyez-vous que le moment le plus heureux de ma vie ne sera pas celui où je rentrerai dans cette petite maison qui nous dérobe au monde tout entier? Vivre avec vous de cette vie de frère et de sœur, avec l'espoir seulement de jours plus heureux encore, croyez-vous que ce n'était pas pour moi un bonheur plus grand que je n'avais jamais osé l'espérer? Oh, dites-moi, le croyez-vous? Oui, je le crois, me répondit Pauline, car il y aurait de l'ingratitude à en douter. Votre amour a été pour moi si délicat et si élevé que je puis en parler sans rougir, comme je parlerais d'une de vos vertus. Quant à ce bonheur plus grand que vous espérez, Alfred, je ne le comprends pas. Notre bonheur, j'en suis certaine, tient à la pureté même de nos relations. Et plus ma position est étrange et sans pareille peut-être, plus je suis délié de mes devoirs envers la société, plus, pour moi-même, je dois être sévère à les accomplir. « Oh oui, oui, lui dis-je, je vous comprends, et Dieu me punisse si j'essayais jamais de détacher une fleur de votre couronne de martyr pour y mettre en place un remords. Mais enfin, il peut arriver tels événements qui vous fassent libre. La vie même adoptée par le comte, pardon si je reviens sur ce sujet, l'expose plus que tout autre. Oh oui, oui, je le sais. Aussi, croyez-le bien, je n'ouvre jamais un journal sans frémir. L'idée que je puis voir le nom que j'ai porté figurer dans quelque procès sanglant, l'homme que j'ai appelé mon mari menacé d'une mort infâme, eh bien, que parlez-vous de bonheur dans ce cas-là, en supposant que je lui survécusse? Oh, d'abord et avant tout, Pauline, vous n'en seriez pas moins la plus pure comme la plus adorée des femmes. N'a-t-il pas pris soin de vous mettre à l'abri de lui-même, si bien qu'aucune tache de sa boue ni de son sang ne peut vous atteindre? Mais je ne voulais point parler de cela, Pauline. Dans une attaque nocturne, dans un duel même, le comte peut trouver la mort. Oh, c'est affreux, je le sais, de n'avoir d'autre espérance de bonheur que celle qui doit couler de la blessure ou sortir de la bouche d'un homme avec son sang et son dernier soupir. Mais enfin, pour vous-même, une telle fin ne serait-elle pas un bienfait du hasard, un oubli de la providence? Eh bien, dit en m'interrogeant Pauline. Eh bien alors, Pauline, l'homme qui, sans condition, s'est fait votre ami, votre protecteur, votre frère, n'avait-il pas droit à un autre titre? Mais cet homme a-t-il bien réfléchi à l'engagement qu'il prendrait en le sollicitant? Sans doute, et il y voit bien des promesses de bonheur sans y découvrir une cause d'effroi. A-t-il pensé que je suis exilé de France, que la mort du comte ne viendra pas rompre mon ban, et que les devoirs que je me suis imposés envers sa vie, je me les imposerai envers sa mémoire? Pauline, lui dis-je, j'ai songé à tout. L'année que nous venons de passer ensemble a été l'année la plus heureuse de ma vie. Je vous l'ai dit, je n'ai aucun lien réel qui m'attache sur un point du monde plutôt que sur un autre. Le pays où vous serez sera ma patrie. Eh bien, me dit Pauline avec un doux accent que, mieux qu'une promesse, il renfermait toutes les espérances, revenez avec ces sentiments, laissons faire à l'avenir, et confions-nous en Dieu. Je tombai à ses pieds, et je baisai ses genoux. La nuit même, je quittai Londres, vers midi j'arrivai au Havre. Je pris aussitôt une voiture de poste et je partis. À 1 heure du matin, j'étais chez ma mère. Elle était en soirée avec Gabriel. Je m'informai dans quelle maison. C'était chez Lord G, ambassadeur d'Angleterre. Je demandai si ces dames y étaient seules. On me répondit que le comte Horace était venu les prendre. Je fis une toilette rapide, je me jetai dans un cabriolet de place et je me fis conduire à l'ambassade. Lorsque j'arrivai, beaucoup de personnes s'étaient déjà retirées. Les salons commençaient à s'éclaircir. Mais cependant il y restait encore assez de monde pour que j'y pénétrasse sans être remarqué. Bientôt j'aperçus ma mère assise et ma sœur dansant, l'une avec toute sa sérénité d'âme habituelle,
l'autre avec une joie d'enfant. Je restai à la porte. Je n'étais pas venu pour faire une reconnaissance au milieu d'un bal. D'ailleurs, je cherchais encore une troisième personne. Je présumais qu'elle ne devait pas être éloignée. En effet, mon investigation ne fut pas longue. Le comte Horace était appuyé au lambris de la porte en face de laquelle je me trouvais moi-même. Je le reconnus au premier abord. C'était bien l'homme que m'avait dépeint Pauline. C'était bien l'inconnu que j'avais entrevu au rayon de la lune dans l'abbaye de Grandpré. Je retrouvai tout ce que je cherchais en lui, sa figure pâle et calme, ses cheveux blonds, qui lui donnaient cet air de première jeunesse, ses yeux noirs qui imprimaient à sa physionomie un caractère si étrange, enfin ce pli du front que, depuis un an, à défaut de remords, les soucis avaient dû faire plus large et plus profond. La contredanse finie, Gabriel alla se rasseoir près de sa mère. Aussitôt je priai un domestique de dire à madame de Nerval et à sa fille que quelqu'un les attendait dans la salle des pelisses et des manteaux. Ma mère et ma sœur jetèrent un cri de surprise et de joie en m'apercevant. Nous étions seuls, je pus les embrasser. Ma mère n'osait croire en ses yeux qui me voyaient et ses mains qui me serraient contre son cœur. J'avais fait une telle diligence qu'à peine pensait-elle que sa lettre m'était arrivée. En effet, la veille, à pareille heure, j'étais encore à Londres. Ni ma mère ni ma sœur ne pensaient à rentrer dans les salons de danse. Elles demandèrent leurs manteaux, s'enveloppèrent dans leurs pelisses et donnèrent l'ordre aux domestiques de faire avancer la voiture. Gabriel dit alors quelques mots à l'oreille de ma mère. « C'est juste, s'écria celle-ci, et le comte Horace. Demain je lui ferai une visite et vous excuserez près de lui, répondis-je. Le voilà, dit Gabriel. En effet, le comte avait remarqué que ces dames quittaient le salon. Au bout de quelques minutes, ne les voyant pas reparaître, il s'était mis à leur recherche et il venait de les retrouver prêtes à partir. J'avoue qu'il me passa un frissonnement par tout le corps en voyant cet homme s'avancer vers nous. Ma mère sentit mon bras se crisper sous le sien, elle vit mes regards se croiser avec ceux du comte, et avec cet instinct maternel qui devine tous les dangers, avant que ni l'un ni l'autre de nous deux eût ouvert la bouche, « Pardon, dit-elle au comte, c'est mon fils que nous n'avions pas vu depuis près d'un an, et qui arrive de Londres. » Le comte s'inclina. « Serais-je le seul, dit-il d'une voix douce, à m'affliger de ce retour, madame, et me privera-t-il du bonheur de vous reconduire? » C'est probable, monsieur, répondis-je, me contenant à peine, car là où je suis, ma mère et ma sœur n'ont pas besoin d'autres cavaliers. Mais c'est le comte Horace, me dit ma mère en se retournant vivement vers moi. Je connais monsieur, répondis-je avec un accent dans lequel j'avais essayé de mettre toutes les insultes. Je sentis ma mère et ma sœur trembler à leur tour. Le comte Horace devint affreusement pâle. Cependant, aucun autre signe que cette pâleur ne trahit son émotion. Il vit les craintes de ma mère, et avec un goût et une convenance qui me donnaient la mesure de ce que j'aurais peut-être dû faire moi-même, il s'inclina et sortit. Ma mère le suivit des yeux avec anxiété, puis, lorsqu'il eut disparu, « Partons, partons, dit-elle en m'entraînant vers le perron. » Nous descendîmes l'escalier, nous montâmes en voiture, et nous rentrâmes à la maison sans avoir échangé une parole. Chapitre 15. Cependant, on peut le comprendre facilement, nos cœurs étaient pleins de pensées différentes. Aussi, ma mère, à peine rentrée, fit-elle signe à Gabriel de se retirer dans sa chambre. La pauvre enfant vint me présenter son front, comme elle avait l'habitude de le faire autrefois. Mais à peine eut-elle senti mes lèvres la toucher et mes bras la serrer sur ma poitrine qu'elle fondit en larmes. Alors ma vue, en s'abaissant sur elle, pénétra jusqu'à son cœur et j'en eus pitié. « Chère petite sœur, lui dis-je, il ne faut pas m'en vouloir des choses qui sont plus fortes que moi.
C'est Dieu qui fait les événements, et les événements commandent aux hommes. Depuis que mon père est mort, je réponds de toi à toi-même. C'est à moi de veiller sur ta vie et de la faire heureuse. Oh oui, oui, tu es le maître, me dit Gabriel. Ce que tu ordonneras, je le ferai, sois tranquille. Mais je ne puis m'empêcher de craindre sans savoir ce que je crains, et de pleurer sans savoir pourquoi je pleure. Rassure-toi, lui dis-je, le plus grand de tes dangers est passé maintenant, grâce au ciel qui veillait sur toi. Remonte dans ta chambre, prie comme une jeune âme doit prier. La prière dissipe les craintes et sèche les pleurs. Va. Gabriel m'embrassa et sortit. Ma mère la suivit des yeux avec anxiété, puis lorsque la porte fut refermée, « Que signifie tout cela ?» me dit-elle. « Cela signifie, ma mère, lui répondis-je d'un ton respectueux mais ferme, que ce mariage dont vous m'avez parlé est impossible, et que Gabriel ne peut épouser le comte Horace. »« C'est que je suis presque engagée, dit ma mère. Je vous dégagerai, je m'en charge. »« Mais enfin, me diras-tu pourquoi, sans raison aucune ?»« Me croyez-vous donc assez insensé, interrompis-je, pour briser des choses aussi sacrées que la parole, si je n'avais pas de motif de le faire? Mais tu me le diras, je pense. Impossible, impossible, ma mère. Je suis liée par un serment. Je sais qu'on dit bien des choses contre Horace, mais on n'a rien pu prouver encore. Croirais-tu à toutes ces calomnies? Je crois à mes yeux, ma mère. J'ai vu. Oh, écoutez, vous savez si je vous aime et si j'aime ma sœur. Vous savez si, lorsqu'il s'agit de votre bonheur à toutes deux, je suis capable de prendre légèrement une résolution immuable. Vous savez enfin si, dans une circonstance aussi suprême, je suis homme à vous effrayer par un mensonge. Eh bien, ma mère, je vous le dis, je vous le jure, si ce mariage s'était fait, si je n'étais pas venue à temps, si mon père en mon absence n'était pas sorti de sa tombe pour se placer entre sa fille et cet homme, si Gabriel s'appelait à cette heure madame Horace de Bezeval, il ne me resterait qu'une chose à faire, et je la ferai, croyez-moi. Ce serait de vous enlever, vous et votre fille, de fuir la France avec vous pour n'y rentrer jamais, et d'aller demander à quelque terre étrangère l'oubli et l'obscurité, au lieu de l'infamie qui nous attendrait dans votre patrie. Mais ne peux-tu pas me dire? Je ne puis rien dire, j'ai fait serment. Si je pouvais parler, je n'aurais qu'à prononcer une parole, et ma sœur serait sauvée. Quelque danger la menace-t-il donc? Non, pas tant que je serai vivant, du moins. Mon Dieu, dit ma mère, tu m'épouvantes. Je vis que je m'étais laissé emporter malgré moi. Écoutez, continuai-je, peut-être tout cela est-il moins grave que je ne le crains. Rien n'était arrêté positivement entre vous et le comte, rien n'était encore connu dans le monde. Quelques bruits vagues, quelques suppositions, n'est-ce pas, et rien de plus. C'était ce soir seulement la seconde fois que le comte nous accompagnait. Eh bien, ma mère, prenez le premier prétexte venu pour ne pas recevoir. Fermez votre porte à tout le monde, au comte comme aux autres. Je me charge de lui faire comprendre que ces visites seraient inutiles. Alfred, dit ma mère effrayée, de la prudence surtout, des ménagements, des procédés. Le comte n'est pas un homme que l'on congédie ainsi sans lui donner une raison plausible. Soyez tranquille, ma mère, j'y mettrai toutes les convenances nécessaires. Quant à une raison plausible, je lui en donnerai une. Agis comme tu voudras. Tu es le chef de la famille, Alfred, et je ne ferai rien contre ta volonté. Mais au nom du ciel, mesure chacune des paroles que tu diras au comte, et si tu refuses, adoucis le refus autant que tu pourras. Ma mère me vit prendre une bougie pour me retirer. Oui, tu as raison, continua-t-elle, je ne pense pas à ta fatigue. Rentre chez toi, il sera temps de penser demain à tout cela. J'allai à elle et l'embrassai. Elle me retint la main. Tu me promets, n'est-ce pas, de ménager la fierté du comte? Je vous le promets, ma mère, et je l'embrassai une seconde fois et me retirai. Ma mère avait raison, je tombai de fatigue. Je me couchai et dormis tout d'une traite jusqu'au lendemain 10 heures du matin. Je trouvai en me réveillant une lettre du comte. Je m'y attendais. Cependant, je n'aurais pas cru qu'il eût gardé tant de calme et de mesure. C'était un modèle de courtoisie et de convenance. La voici. Monsieur, quelque désir que j'eusse de vous faire promptement parvenir cette lettre, je n'ai voulu vous l'adresser ni par un domestique ni par un ami. Ce mode d'envoi, qui est cependant généralement adopté en pareilles circonstances, eût pu éveiller des inquiétudes parmi les personnes qui vous sont chères et que vous me permettrez, je l'espère, de regarder encore, malgré ce qui s'est passé hier chez Lord G, comme ne m'étant ni étrangère ni indifférente. Cependant, monsieur, vous comprendrez facilement que les quelques mots échangés entre nous demandent une explication.
Serez-vous assez bon pour m'indiquer l'heure et le lieu où vous pourrez me la donner? La nature de l'affaire exige, je crois, qu'elle soit secrète et qu'elle n'ait d'autres témoins que les personnes intéressées. Cependant, si vous le désirez, je conduirai 2 amis. Je crois vous avoir donné la preuve hier que je vous regardais déjà comme un frère. Croyez qu'il m'en coûterait beaucoup pour renoncer à ce titre, et qu'il me faudrait faire violence à toutes mes espérances et à tous mes sentiments pour vous traiter jamais en adversaire et en ennemi. Comte Horace. Je répondis aussitôt. Monsieur le comte, vous ne vous étiez pas trompé. J'attendais votre lettre, et je vous remercie bien sincèrement des précautions que vous avez prises pour me la faire parvenir. Cependant, comme ces précautions seraient inutiles vis-à-vis de vous, et qu'il est important que vous receviez promptement ma réponse, permettez que je vous l'envoie par mon domestique. Ainsi que vous l'avez pensé, une explication est nécessaire entre nous. Elle aura lieu, si vous le voulez bien, aujourd'hui même. Je sortirai à cheval et me promènerai de midi à 1 heure au bois de Boulogne, allée de la Muette. Je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur le comte, que je serai enchanté de vous y rencontrer. Quant aux témoins, à mon avis, parfaitement d'accord avec le vôtre, et qu'ils sont inutiles à cette première entrevue. Il ne me reste plus, monsieur, pour avoir répondu en tout point à votre lettre, qu'à vous parler de mes sentiments pour vous. Je désirerais bien sincèrement que ceux que je vous ai voués puissent m'être inspirés par mon cœur. Malheureusement, ils me sont dictés par ma conscience. Alfred de Nerval. Cette lettre écrite et envoyée, je descendis près de ma mère. Elle s'était effectivement informée si personne n'était venu de la part du comte Horace, et sur la réponse que lui avaient faite les domestiques, je la trouvai plus tranquille. Quant à Gabrielle, elle avait demandé et obtenu la permission de rester dans sa chambre. À la fin du déjeuner, on m'amena le cheval que j'avais demandé. Mes instructions avaient été suivies. La selle était garnie de fonte. J'y plaçai d'excellents pistolets de duel tout chargés. Je n'avais pas oublié qu'on m'avait prévenu que le comte Horace ne sortait jamais sans armes. J'étais au rendez-vous à 11h15, tant mon impatience était grande. Je parcourus l'allée dans toute sa longueur. En me retournant, j'aperçus un cavalier à l'autre extrémité, c'était le comte Horace. À peine chacun de nous eut-il reconnu l'autre qu'il mit son cheval au galop. Nous nous rencontrâmes au milieu de l'allée. Je remarquai que, comme moi, il avait des fontes à la selle de son cheval. « Vous voyez, me dit le comte Horace en me saluant avec courtoisie et le sourire sur les lèvres, que mon désir de vous rencontrer était égal au vôtre, car tous 2 nous avons devancé l'heure. »« J'ai fait 100 lieues en un jour et une nuit pour avoir cet honneur, monsieur le comte, lui répondis-je en m'inclinant à mon tour. Vous voyez que je ne suis point en reste. Je présume que les motifs qui vous ont ramené avec tant d'empressement ne sont point des secrets que je ne puisse entendre, et quoique mon désir de vous connaître et de vous serrer la main m'eût facilement déterminé à faire une pareille course en moins de temps encore s'il eût été possible, je n'ai pas la fatuité de croire que ce soit une pareille raison qui vous a fait quitter l'Angleterre. Et vous croyez juste, monsieur le comte, des intérêts plus puissants, des intérêts de famille, dans lesquels notre honneur était sur le point d'être compromis, ont été la cause de mon départ de Londres et de mon arrivée à Paris. Les termes dont vous vous servez, reprit le comte en s'inclinant de nouveau, et avec un sourire dont l'expression devenait de plus en plus amère, me font espérer que ce retour n'a point eu pour cause la lettre que vous a adressée madame de Nerval, et dans laquelle elle vous faisait part d'un projet d'union entre mademoiselle Gabrielle et moi. Vous vous trompez, monsieur, répondis-je en m'inclinant à mon tour, car je suis venu uniquement pour m'opposer à ce mariage, qui ne peut se faire. Le comte pâlit et ses lèvres se serrèrent, mais presque aussitôt il reprit son calme habituel. J'espère, me dit-il, que vous apprécierez le sentiment qui m'ordonne d'écouter avec sang-froid les réponses étranges que vous me faites. Ce sang-froid, monsieur, est une preuve du désir que j'attache à votre alliance, et ce désir est tel que j'aurai l'indiscrétion de pousser l'investigation jusqu'au bout. Me ferez-vous l'honneur de me dire, monsieur, quelles sont les causes qui peuvent me valoir de votre part cette aveugle antipathie que vous exprimez si franchement? Marchons, si vous voulez, l'un à côté de l'autre, et nous continuerons de causer. Je mis mon cheval au pas du sien, et nous suivîmes l'allée avec l'apparence de 2 amis qui se promènent. « Je vous écoute, monsieur, » reprit le comte. « D'abord permettez-moi, répondis-je, monsieur le comte, de rectifier votre jugement sur l'opinion que j'ai de vous. Ce n'est point une antipathie aveugle, c'est un mépris raisonné. » Le comte se dressa sur ses étriers comme un homme arrivé au bout de sa patience. Puis il passa la main sur son front, et d'une voix où il était difficile de distinguer la moindre altération. « De pareils sentiments sont assez dangereux, monsieur,
pour qu'on ne les adopte et surtout qu'on ne les manifeste qu'après une connaissance parfaite de l'homme qui les a inspirés. Et qui vous dit que je ne vous connais pas parfaitement, monsieur? Répondis-je en le regardant en face. Cependant, si ma mémoire ne m'abuse, reprit le comte, je vous ai rencontré hier pour la première fois. Et cependant le hasard, ou plutôt la providence, nous avait déjà rapprochés. Il est vrai que c'était la nuit, et que vous ne m'avez pas vu. Aidez mes souvenirs, dit le comte, je suis fort gauche aux énigmes. J'étais dans les ruines de l'abbaye de Grandpré pendant la nuit du 27 au 28 septembre. Le comte tressaillit et porta la main à ses fontes. Je fis le même mouvement. Il s'en aperçut. « Eh bien, reprit-il en se remettant aussitôt, eh bien, je vous ai vu sortir du souterrain, je vous ai vu enfouir une clé. Et quelle détermination avez-vous prise à la suite de toutes ces découvertes? Celle de ne pas vous laisser assassiner mademoiselle Gabrielle de Nerval, comme vous avez tenté d'assassiner mademoiselle Pauline de Melien. »« Pauline n'est point morte ?» s'écria le comte arrêtant son cheval et oubliant, pour cette fois seulement, ce sang-froid infernal qui ne l'avait pas quitté d'une minute. « Non, monsieur, Pauline n'est point morte, répondis-je en m'arrêtant à mon tour. Pauline vit, malgré la lettre que vous lui avez écrite, malgré le poison que vous lui avez versé, malgré les 3 portes que vous avez fermées sur elle, et que j'ai rouvertes, moi, avec cette clé que je vous avais vue enfouir. Comprenez-vous maintenant? Parfaitement, monsieur, reprit le comte, la main cachée dans une de ses fontes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que, possédant ces secrets et ces preuves, vous ne m'ayez pas tout bonnement dénoncé. C'est que j'ai fait un serment sacré, monsieur, et que je suis obligé de vous tuer en duel comme si vous étiez un honnête homme. Ainsi laissez là vos pistolets, car en